Bonjour tout le monde, petit message de ma part avant de commencer. Pour cet épisode, je me suis entouré de plusieurs personnes qui m'ont aidé dans la réalisation. Comme à chaque épisode, vous retrouverez Greg derrière la caméra, mais pas seulement. Vous verrez que certains visuels 3D ont été produits spécialement pour ce vidéogramme. Ces animations ont été faites par Onoa, un ami et un artiste très talentueux. Également, la plupart des musiques que vous entendrez dans cet épisode ont été produites par Taemera, un autre ami et accessoirement un musicien de génie. Je vous invite à regarder leur lien en description. Je vous joins leur compte Instagram, boutique et Spotify. Allez y jeter un œil et leur donner de la force, ça vaut vraiment le coup. Dans cet épisode, j'utilise également des illustrations d'artistes provenant d'ArtStation. La plupart des artistes m'ont donné leur accord pour utiliser leurs œuvres. Je vous joins donc leur portfolio en description. Et pour finir, je vous invite à regarder cet épisode jusqu'à la toute fin. J'ai une grosse annonce à vous faire. Le visionnage peut maintenant commencer. Je vous souhaite une bonne vidéo à toutes et à tous et à très vite pour le prochain épisode. On m'avait pourtant prévenu à l'avance. Quand j'ai commencé à lire Berserk, on m'avait pourtant prévenu que ma vie changerait. On m'avait pourtant prévenu que le jour où je tournerais les premières pages de cet ouvrage déchu resterait gravé dans ma mémoire à jamais. On m'avait pourtant prévenu qu'en refermant ce tome aux chiffres maudits, les jours seraient plus sombres. On m'avait pourtant prévenu que le peu d'espoir qu'il resterait en ce monde disparaîtrait, que la vie perdrait son goût enivrant pour ne devenir que vinaigre, que la moindre petite lueur dans l'obscurité deviendrait un insignifiant symbole de révolte face aux ténèbres. Et malgré toutes ces mises en garde, je n'ai pas écouté. Alors un soir, avant de me coucher, j'ai pris ce livre blanc posé sur ma table de chevet, impatient de connaître le dénouement de cette intrigue. Et je l'ai ouvert, tout en craignant de découvrir ses horribles secrets. Ce soir-là, j'ai lu le tome 13 de Berserk. Et depuis ce jour, ma vie a changé. On m'avait pourtant prévenu. Aujourd'hui, j'aimerais entamer un nouveau voyage en votre compagnie. Un voyage qui nous mènera sur les routes infernales de l'occultation, fief de la main de Dieu. Certains d'entre vous entameront le trajet en simples visiteurs, désireux d'explorer la galerie morbide des apôtres. D'autres, en tant que pèlerins, des fans de la première heure aspirant à parcourir encore une fois les méandres du château de Maître Miura. Ou en explorateur, passionné rien qu'à l'idée de découvrir de nouvelles conceptions et théories sur le dernier chapitre de la troupe du Faucon. Qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus en enfer. Pour ma part, je ne serai que votre guide. Un simple voyageur vêtu de noir cherchant à vous exposer les différentes facettes d'un traumatisme artistique encore gravé dans ma mémoire. Ce traumatisme, je lui ai donné un nom. Le syndrome du tome 13. Et pour décortiquer ces symptômes, j'ai cherché, gratté et recueilli le maximum d'informations et de secrets que comporte le 13e ouvrage de cette saga. Toutes ces données, je les ai compilées dans ce vidéogramme, dans ce 11e épisode des sombres histoires de l'art. Mon objectif est de vous proposer la vidéo la plus complète sur le sujet. Mais complète ne veut pas dire parfaite. Berserk est une œuvre vaste et complexe. De nombreux explorateurs et vagabonds ont cassé leur lame en tentant de décortiquer le récit du chevalier noir Guts. Et de nos jours, même après plus de 30 ans de recherche, Berserk est loin de nous avoir livré tous ses secrets. Et parmi toutes les anecdotes et théories excavées par les fans, j'ai dû faire un choix. Et peut-être que certains éléments qui vous sont chers ou qui vous semblent capitaux pour la compréhension de l'œuvre ne seront pas présents dans cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite simplement à les partager ou à en discuter en commentaire. Et pour les initiés qui cherchent à en apprendre toujours plus sur le royaume du Midland, je vous ai mis dans la description des chaînes d'autres guides qui pourront vous être utiles. Le périple que nous allons entamer sera forcément corrompu par le prisme de mon expérience personnelle. Et après tout, cet épisode ce n'est rien de plus que cela. Le récit d'un homme profondément choqué par sa lecture, cherchant par tous les moyens à expliquer pourquoi depuis ce jour, son cœur ne bat plus que pour l'œuvre de Kentaro Miura, au point d'en concevoir une maladie imaginaire. Tel un mangaka, j'ai divisé cette vidéo en plusieurs chapitres. Certains d'entre eux reviendront plus directement sur des événements ou des personnages importants du tome 13.
alors que d'autres étudieront plus en profondeur les messages, les thèmes et symboliques de l'œuvre en général, mais mis en exergue lors des péripéties de cette partie de l'histoire. Alors je vous en prie, voyageurs et voyageuses, avancez. Les premiers pas sont toujours les plus difficiles. Mais je vous promets que vous ne le regretterez pas. Nous allons gratter, couche de papier après couche de papier, pour découvrir ce qui se cache derrière l'encre des planches de ce manga. Nous allons expérimenter, symptôme après symptôme, la fiction que masque l'éclipse. Nous allons contempler chapitre après chapitre la tragique histoire de Guts, Griffith et Casca, jusque dans ses recoins les plus sombres. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Robin Macready, et aujourd'hui nous partons à la recherche du syndrome du tome 13 de Berserk, dans le 11e épisode, des sombres histoires de l'art. Avant de débuter notre excursion, il est important, voire essentiel, de rappeler les événements se déroulant avant le tome 13. Notre histoire commence en compagnie de Guts, le guerrier noir, un combattant aguerri et lourdement équipé d'un manteau et d'une armure sombre comme la nuit. Il possède également un bras mécanique pouvant servir d'arbalète ou de canon, selon les envies meurtrières de son propriétaire. Mais le signe le plus distinctif de Guts, c'est certainement son épée, une longue lame épaisse de taille humaine. Cette lame était trop grande pour être considérée comme une épée. Trop grande, trop lourde, et même trop grossière. Tout bien considéré, c'était plutôt un gros morceau d'acier. Ce guerrier solitaire, particulièrement antipathique, parcourt les routes du vieux monde, avec pour toile de fond une quête de vengeance envers des êtres nommés apôtres. Des démons au service d'une entité nommée la Main de Dieu, ou les God Hand. Il rencontrera sur son chemin l'elfe Puck, seule once de lumière au milieu des ténèbres du monde de Berserk. Au début de l'œuvre, Guts et Puck entrent dans une ville contrôlée par un comte sanglant qui torture et exécute la population. Lors de son enquête, il trouve un étrange objet du nom de Béhérit. Cette œuvre démoniaque aurait changé le comte en apôtre, et la Béhérit semble désormais liée à Guts. Après un âpre combat contre le seigneur, celui-ci vaincu active la Béhérit, ouvrant un portail vers le monde de ses maîtres, les God Hand. Lorsque Guts les aperçoit, toute sa rage semble se concentrer sur l'un d'entre eux, qu'il nomme Griffith, le véritable objet de sa vengeance. Néanmoins, le combat ne pourra avoir lieu cette fois, le portail se refermant car le comte choisit de ne pas sacrifier sa fille pour sauver sa propre vie. Et c'est après tous ces événements que débute l'arc le plus connu de Berserk, l'Âge d'Or. L'Âge d'Or est un analepse, un retour en arrière narrant l'histoire de Guts de sa naissance jusqu'à l'époque du Chevalier Noir. Guts est né d'une charogne, d'une morte, d'une pendue. Il a poussé son premier cri. Il a dû survivre, submergé dans la mare de fluide, sous le cadavre de sa mère. Le bébé est sauvé et recueilli par la compagnie de mercenaires de Gambino et sa femme Sis. La jeune mère disparaîtra rapidement de l'œuvre, succombant de la peste et laissant Gambino élever seul le garçon. Très jeune, Guts participe au siège et bataille de la troupe mercenariale. Il s'intègre en assistant son père adoptif sur les champs de guerre, même si la plupart des soldats le considèrent comme un enfant maudit, un porte-malheur. Il n'a pour seul réconfort que son épée, déjà beaucoup trop grande pour lui. Gambino est dur et intraitable. La seule attention qu'il aura pour son fils sera de lui donner une pommade pour soigner une blessure qu'il a lui-même affligée. L'un des événements fondamentaux de l'enfance de Guts, c'est certainement le viol qu'il a subi. Gambino a vendu Guts pour 3 sous d'argent à Donovan, un des gros bras de la compagnie pour qu'il puisse s'amuser avec l'enfant. C'est une scène décisive, puisque quelques années après que Gambino soit devenu un alcoolique infirme, seulement bon à battre son fils, il révélera toute la vérité sur cette histoire à Guts, lors d'une nuit alcoolisée, et tentera par la même occasion d'assassiner le garçon, l'accusant d'être le responsable de tous les malheurs qui l'accablent. Guts tuera Gambino, en tentant de se défendre. Il prendra alors la fuite, poursuivi par ses anciens compagnons d'armes. Quelques années plus tard, on retrouve une nouvelle fois notre protagoniste sur les champs de bataille, ne vivant que par l'épée et pour l'épée. C'est en quittant un siège que Guts fait la rencontre d'un groupe qui va changer sa vie, la troupe de mercenaires du Faucon. Une troupe qui se mettra en travers de sa route dans un premier temps. Il défiera et vaincra en duel Casca, la seconde commandante de la troupe avant de s'effondrer après quelques passes d'armes avec leur chef,
le dénommé Griffith. À son réveil, Griffith le provoquera une nouvelle fois en duel. Si Guts l'emporte, il pourra partir, mais s'il lui gagne, il intégrera la troupe du Faucon de force. Selon moi, tu exposes ton corps au danger exprès. Mais paradoxalement, tu te bats ainsi pour trouver une raison de vivre. J'ai eu cette impression, en tout cas. Tu es intéressant, tu me plais, je te veux, Guts. Le combat sera plus serré que la première fois. Les deux combattants devront jouer de leur style, mais également de malice, pour venir à bout de leur adversaire. Mais à la fin, Griffith l'emporte et prend possession de Guts, l'intégrant par la même occasion à sa compagnie. Bien que d'abord réticent et méfiant à l'écart des membres de la troupe, Guts y fera sa place en tant que leader de la cavalerie. Il apprendra à connaître ses compagnons d'armes et se liera d'amitié avec certains d'entre eux, comme Judo, Carcus, Pipin, Rickert. Mais les relations avec Casca resteront tendues. Une des scènes capitales de cette période est certainement la scène du bain. Après une bataille d'eau enfantine, les deux hommes discutent. C'est alors que Guts aperçoit le pendentif de Griffith. Celui-ci possède une béérite rouge, symbole pour lui qu'un grand avenir l'attend. Pour la première fois de l'histoire, Griffith fait part à Guts de son rêve, prendre le contrôle de son propre pays. Un rêve dont nous reparlerons plus en détail plus tard dans l'épisode. Par la suite, Griffith est anobli par le roi du Midland pour récompenser les actes de la troupe du Faucon durant la guerre. Cet anoblissement n'est qu'un premier pas vers la réussite totale et l'accomplissement du rêve du chef des mercenaires. Mais les exploits militaires de la troupe du Faucon sont encore loin de prendre fin. La guerre contre le royaume de Tudor n'est pas encore terminée. C'est lors d'un siège que Guts fera sa première rencontre surnaturelle avec un apôtre, Zod l'Immortel. Zod l'Immortel est un guerrier légendaire parmi les mercenaires. On ne compte pas ses victimes par centaines, mais par milliers. Mais ce n'est pas uniquement pour ça qu'il est craint. Quand une rumeur le disant mort circule, tu peux être sûr qu'il réapparaîtra prochainement sur un champ de bataille. Et le plus incroyable, c'est qu'on narre ses exploits depuis près d'un siècle. Voilà pourquoi on l'appelle Zod l'Immortel. Gus tentera d'affronter l'apôtre, seul à seul, mais lorsque ce dernier révélera sa véritable forme de démon, le combat tournera au fiasco, jusqu'à ce que Griffith vienne en aide à son compagnon. L'affrontement ne tourne pourtant pas en faveur des protagonistes, les deux guerriers n'arrivant pas à la cheville de la créature. Ce qui sauvera notre duo n'est rien d'autre que la béérite rouge. Lorsque Zod aperçoit l'œuf, il se stoppe net et prévient Guts que de grands périls l'attendent s'il reste ami avec le faucon avant de fuir le combat. Laisse-moi te donner un conseil. Si ce qui te lie à cet homme est une véritable amitié, fais bien attention, car le jour où son ambition s'effondrera, ta mort t'attendra. Une mort dont tu ne pourras pas te soustraire. Après cet événement, les choses vont s'accélérer dans la vie de la troupe du Faucon. Griffith échafaude plusieurs plans qui lui permettront de grimper dans la hiérarchie féodale du royaume de Midland. Dans un premier temps, il fait assassiner avec la complicité de Guts le prince héritier Joyous. En parallèle, Griffith commence à charmer la princesse Charlotte, fille du roi. Et c'est l'une des discussions avec la princesse qui fera basculer l'histoire. De retour de l'assassinat, Guts et Casca entendent une conversation entre les deux amoureux tournant autour de l'amitié. Griffith exprime que pour lui, la troupe du Faucon représente avant tout des compagnons d'armes, mis au service de son rêve, et que ce ne sont en aucun cas des amis. Un ami doit pour lui être son égal, un homme ou une femme avec un rêve propre. Celui dont on n'asphyxie pas les rêves, celui-là est un ami. Celui à qui on ne doit pas imposer sa vue, qui a su trouver sa propre raison de vivre. Et si quelqu'un s'y opposait, il se dresserait contre lui, même si ce quelqu'un s'avérait être moi. Pour moi, c'est cela, un véritable ami. Il est mon égal. Une tirade qui fera choc pour Guts, remettant complètement en question la relation qu'il entretient avec son chef. Par la suite, c'est la relation entre Casca et Guts qui va évoluer. Lors d'un affrontement avec l'armée de Tudor, les deux chutent d'une falaise. Alors qu'ils se remettent de leurs blessures, Casca raconte l'histoire de sa rencontre avec le Faucon et comment Griffith lui a sauvé la vie des mains d'un aristocrate cherchant à la violer. Elle met également à plat tous les griefs qu'elle a contre Guts, à quel point depuis son arrivée Griffith a changé, et c'est une partie du temps détournée de son rêve. Cette discussion sera le début d'un rapprochement entre le jeune homme et la jeune femme. Un rapprochement qui se prolongera lors de la scène du feu de camp, où Guts avoue à demi-mot à Casca qu'il réfléchit à quitter la compagnie. La guerre de 100 ans contre le Tudor continue. La troupe du Faucon enchaîne les batailles et les victoires. Le moment le plus marquant est très certainement la prise de la forteresse d'Ordray, ancienne frontière du royaume de Midland. La prise de la citadelle marquera la fin de la guerre de 100 ans, mais également la poursuite des intrigues politiques de cour. Un bal royal est organisé pour élever Griffith au rang de général, et les officiers de la troupe à celui de chevalier.
C'est le moment pour Guts de rendre un dernier service à son chef. Pendant la cérémonie, Griffith fait semblant d'être empoisonné. Guts profite alors de la confusion pour incendier le quartier général des conspirateurs, carbonisant la reine du Midland, annihilant au passage les derniers espoirs d'une partie de la noblesse, espérant stopper l'ascension du Faucon. C'est après toutes ces péripéties que vient le moment fatidique, le moment de bascule, le jour qui influencera tous les autres. Le départ de Guts. Guts a pris sa décision. Désormais, il ne laissera plus le rêve de Griffith l'étouffer. C'est son propre rêve, son destin par l'épée qu'il pourchassera. Par une journée enneigée, il prit la route, avec pour seul matériel un sac et sa fidèle lame. Casca, Judo et Carcus tenteront par tous les moyens de le convaincre de rester. Mais rien n'y fait. Le seul qui pourrait l'empêcher, c'est Griffith. Alors comme lors de leur rencontre, c'est un duel qui déterminera son destin. Ce que l'on perd par l'épée, on le récupère par l'épée. C'est très certainement le combat le plus émotionnel de tout le manga. La tension est palpable et les langues de l'esprit se délient. Guts cherche à garder son esprit fixé sur son objectif. Griffith, aux faciès fermés, bouillonne pourtant de rage, et Casca regarde enfin en face les sentiments qu'elle éprouve pour celui qui deviendra le guerrier noir. Et en une fraction de seconde, le duel s'achève. D'un coup d'un seul, Guts part la lame du faucon avant d'abattre la sienne sur l'épaule de son adversaire vaincu. Il prend alors la route, ne laissant derrière lui que les cris de Casca et Griffith, genoux à terre. Tout va bien, ce n'était rien du tout. Comme un caillou que l'on fait rouler sur le bord du chemin. Ce que tu vas atteindre est bien plus grand, bien plus loin. Alors tout va bien. Tu te redresses et tu commences à marcher. Tout de suite. Mais Griffith ne se relèvera pas. Cette défaite, cette humiliation sera pour lui un point de rupture, qui l'écartera à tout jamais de son rêve. La nuit, il s'introduira dans les appartements de la princesse pour coucher avec elle. Surpris par une servante, il sera arrêté au petit matin par le roi et fait prisonnier. Dans les geôles, le seigneur lui révèle alors son véritable visage. Il aime sa fille d'un amour incestueux, et pour punir le faucon de son offense, il confiera son incarcération au plus terrible des tortionnaires. L'homme aux cheveux d'argent perdra alors complètement l'esprit, et s'abéhérite sous les coups répétés de son bourreau. En parallèle, la troupe du faucon est piégée et abattue par l'armée régulière du royaume. Les pérégrinations de Guts dureront 1 an. Au début de celui-ci, il aura une étrange apparition. Un chevalier monté, en armure et au masque de squelette. Il sera l'annonciateur d'une étrange prophétie sur le destin de Guts. Qu'à ce jour et dans l'an, le temps sera à l'occultation. Toi et tes compagnons, et ceux de la chair décharnée est encore indiscernable, à l'heure où eux et leurs rois t'appelleront ton corps divisé dans cet autre monde, quand les trompes de la folie que nul corps d'homme ne saurait supporter feront souffler au-dessus de toi un vent de mort. Emporte avec toi mes paroles, toi qui refuses de te soumettre. C'est durant cette année de voyage et de combat que Guts perfectionnera son art de la guerre et qu'il fera la rencontre du forgeron Godot et de sa fille Erika. Mais le devoir et l'amour va rapidement rappeler le guerrier noir. C'est lors d'un tournoi organisé par un noble local qu'il apprend que les survivants de la troupe du Faucon se sont regroupés dans la forêt de la région sous les ordres de Casca. Mais une attaque contre eux est en préparation. Guts accourt alors au secours de la troupe et repousse les assaillants. Casca le convoque alors pour discuter seul à seul. Dans un premier temps, elle l'accable de la chute de Griffith, lui expliquant que Guts est le principal responsable de la descente aux enfers de leur commandant. Gus n'a à l'époque pas compris qu'il était bien plus qu'un ami pour Griffith. Mais au bout d'un moment, les tensions s'apaisent, et après s'être pris mutuellement dans les bras, les deux êtres s'avouèrent leurs sentiments et s'embrassèrent. Après une scène de coucherie dont on parlera plus tard, de par son aspect capital pour le récit, il est l'heure pour la troupe du Faucon de partir à la rescousse de leur chef, lui qui est enfermé depuis 1 an dans la plus profonde cellule de la plus profonde prison du Midland. Après une infiltration réussie, la petite équipe découvre ce qui est advenu de leur chef, ou plutôt, ce qu'il en reste. Griffith gît nu dans son cachot, avec comme couvre-chef un masque de métal scellé. Il a la peau écorchée et couverte de lacérations ou d'échymoses. Ses tendons et sa langue ont été coupés. Il ne lui reste qu'un regard vide d'émotion. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Une fois le corps de leur chef récupéré, le groupe fait une percée et réussit à s'échapper de la capitale Widam. Après un combat tendu, ils viennent à bout de l'ordre du Molosse Noir, mené par un apôtre nommé Wyald, qui avait été lancé à leur trousse. Mais même après avoir retrouvé leur commandant, la troupe du Faucon est perdue. Griffith n'est plus le leader qu'il était. À la grande tristesse de tous, il est désormais un point mort pour la compagnie. Mais lors d'une hallucination ou peut-être d'un rêve, Griffith prend le contrôle d'une caravane et dévale la pente. Alors qu'il percute un rocher,
Il est projeté aux abords d'un lac. C'est là qu'il aperçoit une souche d'arbre. Honteux de sa propre existence, en regardant son reflet dans l'eau, il tente alors de mettre fin à ses jours, en transperçant sa gorge avec l'une des branches. Mais la mort n'a pas décidé de râper tout de suite le faucon à lui, car le destin doit encore faire son œuvre. Sous l'eau, dans le creux de sa main, Griffith voit sa Béhérite. Elle est revenue à lui. Du sang coule alors contre l'objet, et le soleil commence à disparaître derrière une lune obscure. Guts, Casca, Judo, Pipin, Carcus et toute la troupe du faucon accourent pour venir en aide à leur chef. Mais même si celui-ci tente de les repousser, il est déjà trop tard. La Béhérite s'active, et c'est ici que débute l'occultation. Un massacre. C'était rien de plus qu'un horrible massacre. Ou peut-être est-ce un festin, le plus invraisemblable des banquets. Aucun espoir n'est permis dans la fresque infernale de Kentaro Miura. L'auteur y aspire son lecteur dans l'enfer le plus étrange qui soit, et ne lui laisse aucune chance d'en réchapper. À cet instant, on passe alors en mode survie. On sait qu'il n'y a qu'un seul moyen de fuir l'éclipse, fermer les pages de cet ouvrage. Et pourtant, on ne le fait pas. Peut-être est-ce la peur, ou alors l'incompréhension. Ce raz-de-marée d'émotions face à un événement trop grand pour nous, qui nous maintient les yeux fixés sur les pages défilant sous nos yeux. Chacun réagit différemment. Certains liront frénétiquement les pages en espérant pouvoir se soustraire le plus rapidement possible de ce tunnel de désespoir sans fin, sans savoir qu'ils accourent plus vite à leur perte. D'autres redouteront chaque instant, où ils devront tourner la page suivante, repoussant cet acte jusqu'au dernier moment, sans comprendre qu'attendre en ces lieux signe leur arrêt de mort. D'autres reliront chaque page, plusieurs fois, pour tenter de rationaliser l'immonde spectacle qui se joue sous leurs yeux, ou peut-être pour tenter de trouver une porte de sortie cachée à travers chacun des traits du dessin de l'auteur. Pour ma part, j'étais de cela, et autant vous le dire tout de suite, il n'y a pas d'échappatoire. L'occultation est très certainement l'événement le plus traumatisant de l'œuvre. Chacun d'entre nous se souvient d'où et quand il a lu pour la première fois les 15 chapitres qui composent le grand sacrifice. Pour moi, c'était un soir d'hiver, et je n'en ai pas dormi de la nuit. Pardon, excusez-moi. Je reprends. L'éclipse est le catalyseur de tous les fantasmes et les cauchemars des fans de l'œuvre. Et à raison. On voit nos héros, tous ces personnages de la troupe du Faucon qu'on a, tout comme Guts, appris à apprécier et à aimer depuis maintenant 8 tomes, être complètement dépassés par les événements. Eux qui semblaient intouchables, et toujours avec un coup d'avance, se trouvent comme nous, sans solution face à l'immensité du problème qui se trouve autour d'eux. Alors que Griffith entame sa transformation, ils sont marqués, traqués et dévorés sans la moindre chance de s'en sortir. Et le maître penseur derrière tout cela, c'est Kentaro Miura, qui emploie son talent à son paroxysme pour nous faire vivre l'enfer à l'état pur. La maestria du mangaka apparaît dans un premier temps sous ses atours les plus flatteurs au travers du style graphique inégalable de Miura. L'auteur déploie un décor infernal, jamais vu auparavant. Une terre couverte de visages humains, eux-mêmes composés de faciès d'argile rouge, dignes des masques de théâtre gréco-romains. Leurs figures imberbes et androgynes semblent imperturbables. Leurs yeux sont fermés, et les rares signes d'émotion qu'ils dévoilent à travers des rides ou des bouches inconfortées sont ceux d'un enfant, troublé par un rêve plus ou moins agréable. Tout en contraste avec les scènes qui nous attendent. Ces figures donnent l'impression d'être des spectateurs passifs, face à l'horreur ambiante de la scène. Ils ne font qu'écouter les suppliques de la troupe du Faucon, ne laissant rien transparaître. Peut-être que l'habitude des massacres les a rendus ainsi, impassibles face à la mort. Le ciel, lui, semble plus bavard. On y voit des mines tordues par leurs lamentations, des visages changés par la peur d'être aspirés, ou alors par l'angoisse de ne voir aucune fin à leurs tourments. Tourbillonnant indéfiniment dans le ciel, se percutant et se mélangeant les uns aux autres, avant d'atteindre le point d'impact, la lune noire. Cet astre est le point central des compositions des planches, et le seul point visible au loin. Il avale toute chose, que ce soit le décor, mais aussi l'œil du lecteur. Il est l'iris de l'occultation, un dieu observateur prêt à se repaître de l'effrayant spectacle qui va advenir. Il est l'annonciateur du massacre, celui qui, physiquement comme symboliquement, nous fait comprendre qu'il n'y a pas de place ici pour l'espoir et la lumière,
car il les a déjà dévorés. Et c'est là tout le génie de Miura. En un seul décor, il nous fait tout comprendre, que ce soit par l'esthétique ou l'échelle. Nos amis de la troupe du Faucon sont insignifiants en ces lieux. Sur les plans larges, ils ne sont que des fourmis, écrasées par le poids morbide de la scénographie. Tout est hostile pour un homme ici, et nos héros ne sont pas de taille face aux défis qui les attendent. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il n'y a pas d'horizon. Ici, le ciel se mélange à la terre. Ça veut dire une chose, aucune fuite n'est possible. Il n'y a pas de sortie. Tout n'est qu'une boucle, une spirale, ramenant automatiquement les personnages vers la lune noire. Qu'on le veuille ou non, on ne pourra pas sortir d'ici. Et lorsque l'on a fini de comprendre cela, et que le décor est planté, il est désormais temps de faire entrer en scène les acteurs. Kentaro Miura nous gratifie de son plus beau bestiaire, de sa plus belle galerie démoniaque. Des apôtres par centaines s'extirpent de leur antre pour observer leurs malheureux visiteurs. Ces êtres difformes, chimères avortées entre l'homme et l'animal, semblent sortir tout droit d'une toile de l'artiste peintre Jérôme Bosch. Ils sont couverts de mutations, rappelant le poisson, l'insecte, l'ovin ou le gastéropode. Mais pourtant leurs regards semblent être ceux des hommes. Une étrange humanité se dégage de l'encre du maître, et je vous parle ici des sentiments les plus obscurs de l'humanité. Le désir, l'avidité, l'envie, la gourmandise et l'appétit. Les péchés capitaux semblent avoir pris forme dans des globes oculaires. Les apôtres sont aussi pourris de l'extérieur que leur esprit l'est de l'intérieur. Et ce qui me terrifie personnellement le plus, c'est l'aspect sexuel de leur design. Certains ont une forme phallique, écœurante. Au contraire, d'autres sont affublés de poitrine ou d'appareils génitaux féminins en guise de bouche. C'est très certainement la partie la plus dérangeante de cette faune de l'éclipse. Et comme si cela ne suffisait pas, ces monstres se mettent alors à encercler la troupe, comme pour condamner toutes les sorties qui, comme nous l'avons vu précédemment, sont pourtant inexistantes, augmentant un peu plus notre baromètre de la claustrophobie et de la paranoïa. C'est alors qu'ils se mettent à déglutir, comme des enfants attendant qu'on leur serve le souper. Mais le repas ne peut commencer sans leur maître. Et c'est alors qu'ils font une entrée fracassante, les 4 anges, les rejetons impies de la main de Dieu, les God End. Ils ne sont pour l'instant qu'au nombre de 4, Slann, Ubik, Conrad et Void, le maître de cérémonie. Si les démons sont des apôtres, alors ces créatures sont des messies. Leur caractère design unique fait d'eux des antagonistes mémorables, à la fois terrifiants mais pas dénués de grâce et de subtilité. Slann est une envoûtante succube, Ubik, une petite créature aux airs de scientifique fou, Conrad un nourrisson morbide, et Void un mélange entre une momie et une expérimentation du docteur Frankenstein. L'esthétique des God End est pleinement inspirée d'œuvres de la pop culture appréciées par Miura. Chacun d'entre eux porte d'ailleurs le nom d'un roman que l'auteur affectionne. Slann provient d'une nouvelle de l'écrivain canadien A.E. Van Vogt, Ubik d'un roman de Philippe K. Dick, Conrad de la série feuilleton de Roger Zelazny And Call Me Conrad, et Void du roman de Frank Herbert, Destination Void. Mais c'est bien une œuvre cinématographique qui va inspirer la direction artistique de nos antagonistes, Hellraiser. On retrouve chez les membres de la Main de Dieu des similarités avec les Cénobites de l'univers de Clive Barker, que ce soit dans l'aspect très cuir et sexualisant de ceux-ci, mais aussi directement dans leur apparence. Le Cénobite Butterball a très certainement servi d'inspiration pour le personnage d'Ubik, que ce soit au niveau du faciès ou même des lunettes qu'il porte. Mais une autre inspiration vient se glisser sous nos yeux, lorsque l'on regarde le visage de Conrad. Nous allons retrouver ici un artiste bien connu de ma chaîne, le peintre suisse Asher Giger. En effet, l'une des toiles du créateur du Xénomorphe a servi de référence directe pour la conception du Messie. Ce mélange entre la culture personnelle et le trait de Miura nous donne 4 antagonistes imposants par leur prestance et leur charisme. Et désormais, ils se dressent devant les personnages, juchés sur une immense main, elle aussi composée de visages damnés. Miura transmet à travers sa mise en scène un sentiment de claustrophobie et de panique extrême à ses lecteurs. On se sent cloisonné et pris au piège par ce décor gigantesque et cette horde d'apôtres tout autour de nous. On se met alors en mode survie et l'on adopte des réflexes instinctifs. Je ne pense pas être le seul, mais chaque planche montrant la troupe du Faucon en train de s'organiser sous les ordres de Casca me rassurait d'une certaine manière. On a ce réflexe de vouloir rester groupé avec ces personnages qui ont gagné notre confiance au fil de l'œuvre. Et il est là, le génie de la scénographie de Miura.
L'hostilité absolue du décor oblige le lecteur à se retourner vers le seul point qui lui est familier, la troupe du Faucon. On fait alors corps avec les protagonistes. On devient l'un de ces soldats anonymes, paniqués, mais retrouvant une faible lueur d'espoir en observant ces héros qui nous ont guidés sur les champs de bataille. Mais ce sentiment ne durera pas longtemps, car même les plus grands héros ne peuvent rien face aux anges noirs. Les God End, en quelques phrases et en quelques gestes, réduisent alors tous nos espoirs à l'état de poussière. Voici venu le temps de la grande bénédiction. Nous sommes ici enfin réunis à cette heure, en ce lieu. Agneau d'un Dieu non touché par l'homme. Profite autant que tu le pourras de ce banquet nocturne, enfant béni de la causalité. Je m'adresse à toi, Faucon. Ils convoquent à eux celui appelé à les rejoindre, Griffith, le Faucon. Guts tente bien d'empêcher l'ascension de son ami, mais il est déjà trop tard. Après une scène dont on reparlera plus tard, le chef de la troupe du Faucon offre ses anciens camarades en sacrifice. Ils sont marqués d'un étrange symbole sur leur peau. Et ici débute le festin, le grand banquet démoniaque. L'un après l'autre, on voit les membres de la compagnie être massacrés, dévorés et taillés en pièces par les hordes sardoniques lancées à leur trousse. Certains tentent de fuir, mais nous l'avons vu précédemment, il est impossible de sortir de ce lieu. À tour de rôle, on voit Pipin, Carcus et Judo mourir pour tenter de protéger Casca. Des sacrifices qui n'auront servi à rien, la chef de la troupe étant capturée de la pire des manières. Et je pense qu'il est désormais temps de parler du procédé scénaristique de Miura. Nous avons vu précédemment comment l'auteur a mis en place tout un environnement, une symbolique et des personnages pour faire comprendre à son lecteur qu'il n'y a pas de porte de sortie à l'occultation. Paradoxalement, aucun Deus ex machina n'est possible dans le royaume des enfers. Il y a un mot assez simple pour décrire cela, l'inéluctabilité. Ce sentiment, il est implanté en nous dès le début de l'œuvre, dans une scène apparaissant dans l'arc du guerrier noir. Cette scène, c'est la première rencontre entre le lecteur et Griffith. Alors que l'apôtre escargot déclenche la Bérite pour appeler ses seigneurs, pour la toute première fois du manga, nous faisons la rencontre de Griffith, déjà transformé en God End. On comprend tout de suite que c'est vers cet homme que Guts dirige toute sa haine. Il nomme même le personnage, et c'est alors que l'on apprend son nom. Par la suite, dans l'analepse de l'âge d'or, on découvre donc toute l'histoire entre le triangle amoureux de Guts, Casca et Griffith. Et dès l'instant où on rencontre Griffith, on sait pertinemment qu'il deviendra le principal antagoniste de l'œuvre, grâce à cette première apparition. Beaucoup de fans reprochent à Miura d'avoir implanté cette scène dès le début de l'histoire, et je peux comprendre le sentiment de frustration que cela engendre. D'une certaine manière, on connaît déjà la fin, mais c'est justement ce qui fait pour moi toute l'intensité de l'âge d'or. On sait que toute cette histoire va mal finir. On attend, on redoute le moment où tout va changer, le moment où cette fable médiévale parlant d'amitié et d'amour va basculer dans le cauchemar. Ce qui a guidé ma lecture de l'âge d'or, c'est cette peur. J'étais constamment sur mes gardes. Malgré la force de la troupe du Faucon, j'étais empli d'un sentiment de vulnérabilité. J'inspectais chaque planche, chaque interaction, chaque dialogue de Griffith, pour comprendre à quel moment celui-ci allait se retourner contre nous. Aujourd'hui, j'ai terminé les 42 tomes composant actuellement Berserk, et comme beaucoup de fans, j'ai un goût particulier pour ce second arc. Parfois, j'observe ces 13 premiers tomes, et je me prends un sourire bêtement en repensant aux membres de la troupe du Faucon, aux victoires et à l'amour naissant entre Casca et Guts. Mais ce sentiment de joie niaise est rapidement masqué par l'ombre noire d'un rapace. Un sentiment d'angoisse naît alors dans mon cœur, et la rancœur vient gâcher la fête. Comme si toute émotion de joie, d'amour et d'ivresse semblait alors complètement fausse. Je me sens alors bête d'avoir cru un instant à cette illusion de bonheur, car après tout, si je voulais voir des gens heureux, je n'avais qu'à pas lire Berserk. Certains vous diront que c'est justement ce qui fait la beauté de la chose, de savoir qu'un jour elle a une fin. On profite alors de chaque instant passé en compagnie de ces personnages, qui disparaîtront avec l'éclipse. Je ne leur donne pas tort, mais l'impression générale qu'il me reste est celle de l'amertume. L'amertume d'un homme qui a brisé nos rêves. Mais poursuivons. Miura, de par la grandeur de son récit et les caractéristiques de ses personnages, ancre pleinement l'arc de l'âge d'or dans un récit semblable à la tragédie grecque et la tragédie shakespearienne. Comme pour l'art théâtral gréco-romain, Miura met en scène des héros, enchaînés au destin, un destin manipulé par une puissance divine indomptable. La divinité est ici représentée par les God End, les anges de la causalité. La causalité dont on reparlera plus tard dans cette vidéo,
Mais pour vous résumer grossièrement, c'est un destin inéluctable qui a pour principe que tout fait a une cause. Et les mêmes causes, dans les mêmes conditions, produiront toujours les mêmes résultats. C'est une sorte de cercle infini où l'homme est prisonnier de sa condition. Et ce concept, il s'assimile parfaitement à celui de la tragédie grecque, qui veut que l'homme ne soit qu'un pantin à la solde de la volonté divine, et donc pas maître de son destin. La tragédie shakespearienne est beaucoup plus présente chez les personnages. Chez Shakespeare, on retrouve des personnages marqués par des failles psychologiques. Le héros est souvent un ambitieux, jaloux ou désireux, et ce sont ses défauts qui vont le mener à sa perte. Alors on pense immédiatement au personnage de Griffith, celui qui rêve d'un jour avoir son propre royaume, une ambition qui le mènera à sa chute, mais qui paradoxalement le fera renaître plus puissant que jamais. Mais ce n'est pas le seul protagoniste à avoir des failles. Guts est profondément marqué par son enfance, sa relation avec son père Gambino, mais aussi les violences qu'il a subies plus jeune. Et c'est également son ambition, celle de devenir l'égal de Griffith, qui va provoquer la ruine de ceux qui l'entourent. Casca également. Elle s'efface et s'oublie pour le compte du rêve de l'homme qu'elle pense aimer. Et lorsqu'elle se rend compte de son erreur, elle ne le sait pas encore, mais il est déjà trop tard. Un autre point important dans l'art shakespearien est la notion du surnaturel, responsable du désordre. Ce sont les sorcières de Macbeth, les spectres d'Hamlet ou les fantômes de Richard III. Dans l'œuvre de Miura, le surnaturel est bien évidemment représenté par les apôtres, mais il est parfois de manière plus subtile. Avant même que la troupe du Faucon ne rencontre Zod, ce sont bien les Béérites qui surgissent dans le monde. Ces objets fantastiques sont liés à la main de Dieu. Ils influencent le destin de leur porteur et le mènent jusqu'au God End. Les Béérites font ici office de sorcières ou de revenants. Ils sont le chaos qui survient dans les temps calmes, le fantastique qui apparaît dans le monde classique. Mais on pourrait également citer Zod et le chevalier squelette, des envoyés divins amenant avec eux d'étranges prophéties cryptiques, nous rappelant que tout est déjà écrit. Et c'est justement ce surnaturel qui va provoquer un tel choc à la lecture. Auparavant, il faisait irruption seul dans le monde réel, apportant avec lui des présages nous laissant des bribes de compréhension sur les événements à venir. Mais au moment de l'éclipse, le surnaturel devient la norme, et le réel, l'intrus. On comprend alors que la fin de la prophétie est proche, et que le carnage va commencer. C'est avec toutes ces références que Berserk s'inscrit dans la droite lignée des tragédies classiques. C'est l'emploi de tout ce procédé scénaristique qui nous fait comprendre que le tome 13 sera le point culminant de la fresque tragique de l'âge d'or. C'est la maîtrise du dessin, du foreshadowing et de l'art dramatique de Miura qui nous fait prendre conscience, en cet instant, que l'histoire touche à sa fin. Et c'est cela, l'inéluctabilité de Berserk. L'auteur nous a transmis par tous les signes, symboles, dialogues, les clés du dernier chapitre de cette histoire. Une histoire qui, quoi que nous pensions, quoi que nous fassions, n'aurait pas pu se produire autrement. Et tout cela, on en avait connaissance dès les premiers tomes de l'œuvre. Et nous voilà rendus, avec toutes ces clés devant les portes de l'enfer, et il est maintenant temps de les ouvrir, de laisser la mort s'en échapper pour accomplir sa destinée. Dans ce premier chapitre de l'Astre Noir, j'ai tenté de vous expliquer comment Maître Miura a mis en place les ficelles de son récit, que ce soit de manière plus brute, avec le scénario, mais aussi de manière plus subtile, avec la composition des décors et l'esthétique des personnages. Et je vous ai dit que chacune de ces ficelles était une clé, nous permettant de prendre conscience de tous les enjeux de l'éclipse, mais également de son aspect inéluctable et du fait que nous soyons désormais pris au piège. Pourtant, j'ai volontairement mis de côté la clé la plus importante de l'histoire de Miura. Et cette clé, c'est un personnage. Un personnage mis de côté, mais qui influence, à l'ombre de la lune, tous les événements de l'occultation. Il est le catalyseur de toutes les tensions, le point de rupture, rythmant les plaies qui vont s'abattre sur nous, au métronome de sa transformation. Ce personnage, c'est celui qui était autrefois connu sous le nom de Griffith, le Faucon, et qui désormais doit être nommé Femto, les ailes des ténèbres. Il semble touché par la sagesse, et pourtant, il a l'apparence d'un gamin. Un instant, il te jette un regard à te glacer le sang, l'instant d'après, il te sourit, comme un bébé né de la dernière pluie. Je ne saurais pas dire s'il est mature ou irresponsable, s'il est foncièrement bon ou la pire des racailles. Il possède quelque chose qui nous dépasse, nous, simples mortels.
quelque chose que nous ne pouvons espérer d'effleurer. Comme s'il avait une confiance absolue. Il existe des leaders nés. Comment vous décrire Griffith? Comment vous décrire ce chevalier blanc à l'armure immaculée, sillonnant les terres du Midland, tel un rêve incarné? On ne sait presque rien de lui, et de son passé. Il est un ange, attirant à son service des âmes égarées, prêtes à se battre sous la bannière de son rêve. Il est l'archétype du chevalier blanc, du prince charmant venu délivrer la princesse, retenue prisonnière dans la plus haute tour du plus haut château. Et il faut le dire, c'est cette apparence de conte de fées qui crée un décalage immédiat avec l'univers de Berserk. Cela va maintenant faire quelques tomes que nous arpentons les routes avec Guts, des routes faites de crasse, de boue et de sang. Et lorsqu'il apparaît à nous pour la première fois, il fait paradoxalement tache dans le paysage. Griffith est un personnage en tout point opposé à Guts. Les deux amis sont comme le yin et le yang, la lumière et les ténèbres, l'ordre et le chaos. Ils s'opposent et s'attirent indéfiniment, que ce soit physiquement ou moralement. Et c'est peut-être par ce premier aspect que nous devrions débuter notre analyse. Cet antagonisme visuel qui confronte ces deux personnages. Guts est une silhouette de métal brut, brandissant une épaisse lame d'acier de taille humaine. La couleur noire, symptomatique du personnage, se retrouve même jusque dans ses cheveux courts, hérissés de piques. Il a l'allure d'un chien errant, scrutant le monde avec l'œil de celui qui n'a connu que la guerre, mais que la douleur n'a jamais brisé. Pour le champ de bataille, c'est une bête enragée, frappant au péril de sa vie son adversaire, jusqu'à ce que ses défenses se brisent en 1000 morceaux sous le poids répété de ses coups puissants. Guts est un homme de ce monde, marqué par les ravages de l'âme humaine et de la guerre de 100 ans. Au contraire, Griffith est un être surnaturel, trop parfait pour appartenir à l'humanité. Il survole le champ d'honneur, juché sur sa monture drapée de blanc, casqué et vêtu d'une armure aux éclats d'argent. Le blanc que l'on retrouve jusque dans ses longs cheveux d'albâtre ondulés. Une crinière qui laisse apparaître un regard azur, insondable, toujours fixé sur un rêve aussi grand que lui. Maniant le sabre, une arme légère à une main, ses coups sont précis et sans déchet, pour atteindre le cœur de ses ennemis. L'apparence des personnages n'est pas seulement là pour les antagoniser, mais aussi pour représenter physiquement les valeurs philosophiques qui les séparent. C'est dans la nature même de leurs rêves que Griffith et Guts s'opposent. L'un voit le matériel comme un moyen, l'autre comme une finalité. Guts manie son épée comme un outil pour tracer son propre chemin, tandis que Griffith convoite un château, symbole de son ambition absolue, pour le seul plaisir de l'obtenir. Même si paradoxalement c'est Griffith qui va donner à Guts l'idée d'obtenir son propre rêve, avec la scène de la fontaine, un rêve qui sera d'ailleurs forcément contraire à celui de son ami de par la manière de penser du personnage. C'est pourtant bien cette différence philosophique qui unit et fascine mutuellement les deux hommes. Et cette vision divergente, elle alimente et façonne leur relation, dans un mélange à l'équilibre fragile entre admiration et rivalité, influençant profondément leurs choix, modifiant parfois même directement leur caractère. Et ce magnétisme est un poison qui infectera lentement les personnages, les menant irrémédiablement à leur perte. Car bien qu'attrayante, la relation entre Guts et Griffith ne pouvait fonctionner. Quand deux êtres s'opposent à un tel point, aucune coexistence n'est possible. La seule issue, c'est la destruction de l'un ou de l'autre. Et ce point de rupture, dans notre cas, se nomme l'éclipse. Mais avant de revenir sur ce tournant décisif, il nous faut parler plus en détail du rêve de Griffith, de ce fameux château, qui guide toute la psychologie du personnage. Griffith est un être mystérieux. On sait d'ailleurs peu de choses à son sujet. Dans l'œuvre, on nous dévoile rarement ses pensées profondes, et le peu d'informations à son sujet proviennent de rumeurs ou de témoignages certainement altérés par la perception que ses camarades ont de lui. Son caractère est changeant et imprévisible, son visage prenant parfois les traits d'un enfant naïf ou d'un homme à la détermination implacable. Mais malgré tout cela, une constante demeure. Ce qui guide Griffith, c'est son rêve, sa volonté inébranlable d'obtenir son château. La première apparition du rêve de Griffith se fait dans le tome 5, au moment de la scène du bain, là où Guts remarque la béérite autour de son cou. C'est là qu'il exprime son désir le plus cher, devenir un conquérant du monde et posséder son propre royaume. Mais étonnamment, la première manifestation de la symbolique du château se fait au tome 10, alors que Griffith est retenu captif par le roi du Midland. C'est alors qu'il a tout perdu, qu'il repense à la seule chose qu'il a maintenue en vie jusqu'à maintenant, son rêve. Et cet idéal de conquérant se matérialise alors sous la forme d'une forteresse sortant des nuages.
juché sur une montagne surplombant la ville. On en apprend alors un peu plus sur l'enfance de gamin des rues de Griffith. Ah, la petite guerre déclarée sur les pavés de mon enfance. La petite renommée acquise. Le clinquant butin de guerre dérobé. À la tombée de la nuit, je le voyais, en levant les yeux dans ces ruelles de bordel et de bars, où la lumière du jour ne frayait pas son chemin. À la lueur du crépuscule, il était à mes yeux la chose qui brillait d'un éclat incomparable. J'ai pris ma décision. Le butin de guerre que j'obtiendrai, c'est celui-ci. Le personnage de Griffith n'existe pas sans son rêve, et inversement. Il est à la fois son moteur et son identité. Pourtant, quelque chose dérange. Pourquoi un personnage aussi complexe et contrasté que Griffith aspire-t-il à un rêve aussi simple? On ne sait pas réellement pourquoi Griffith souhaite obtenir ce château, et on ne sait pas non plus ce qu'il en fera une fois celui-ci acquis. Peut-être souhaite-t-il l'obtenir simplement pour le plaisir de l'avoir, pour le plaisir de s'élever. Peut-être est-ce que c'est simplement parce qu'il le peut. Ou alors, comme l'indique les God End, que c'est parce qu'il est un être exceptionnel, destiné à de grandes choses et que ce château n'est que le symbole des changements qu'il apportera au monde. Pour ma part, je ne pense rien de tout cela. D'une certaine manière, Griffith est un être nihiliste. Pour survivre à ce monde vide de sens, il a conçu un idéal, un rêve si vaste qu'il est dénué de signification. Car si l'existence n'a ni but, ni dessein, pour qu'en donner un à son ambition? La seule chose qui compte, c'est de tendre vers cet inatteignable château, et de tout mettre en œuvre pour y accéder. Comme la vie, son rêve n'a aucune vraisemblance, et c'est justement ce qui le rend réalisable. Et pour atteindre son but, il est nécessaire d'instrumentaliser l'amitié, l'amour et la loyauté. Car au fond, ces attaches ne sont que des chaînes à mettre au service de son grand œuvre. Voici véritablement la philosophie de Griffith. Toute chose est légitime si elle sert son ambition. Et c'est cela qui fascine chez lui. Il incarne un être nouveau, porteur d'une vision qui redéfinit l'ordre établi. Dans ce monde désespérément vide, il se dresse en réponse, devenant le berger de ceux qui ont perdu leur voix. Car paradoxalement, lui qui rejette toute signification, insuffle un sens à l'existence de ceux qui n'en avaient plus. C'est en tout cas l'image qu'il se donne et que l'on donne de lui. Mais en vérité, Griffith n'est qu'un homme, et non le Messie qu'il prétend incarner. Son rêve a un prix, et il le sait. Malgré toute la volonté du monde, il ne peut s'affranchir du poids de la morale. Et cela, on s'en rend compte grâce à deux événements majeurs qui viendront légèrement lever le voile sur la véritable nature de sa pensée et de ses émotions. Ces deux flashbacks proviennent de la discussion entre Guts et Casca après que ce premier l'ait secouru d'une chute de falaise. Casca dépeint comment ces deux événements ont changé sa vision de Griffith, deux péripéties qui lui ont fait comprendre qu'il n'était qu'un être humain comme les autres. Le premier, celui de la mort d'un enfant, membre de la troupe du Faucon. Alors que le Faucon et la commandante observaient le cadavre du bambin, Pipin rapporta ses affaires. Dans ce sac, Griffith y trouva un rêve, sous la forme d'une petite figurine de bois. Le garçon voulait être chevalier. À cet instant, il comprit que pour que son rêve se réalise, il serait nécessaire d'écraser celui des autres, notamment ceux qui l'accompagnaient. Dans un premier temps, on a l'impression que cette idée de sacrifice ne dérange pas Griffith. On a l'impression que sa vision du monde reste inchangée, et qu'il n'est prisonnier d'aucun code moral. Il est prêt à ensevelir sous son château le corps et le rêve de ceux l'accompagnant dans sa quête. Mais le second flashback va nous indiquer le contraire. Ce deuxième passage nous montre un Griffith se sacrifiant en offrant son corps à un riche noble du royaume de Tudor pour gagner en une nuit les richesses qu'aurait rapporté une dizaine de batailles. On imagine alors qu'il fait cela uniquement pour gagner du temps, n'apportant que peu d'importance aux pertes dans ses rangs. Mais c'est alors qu'on comprend autour d'une discussion avec Casca qu'il a fait cela pour éviter de perdre d'autres subordonnés. Ils ont donné leur vie pour que j'accomplisse mon rêve, pour gagner sans cesse. Je ne pourrais l'accomplir que sur leurs dépouilles. Mon rêve est entaché de sang. Le remords, la culpabilité n'ont pas leur place ici. Cependant, je ne peux pas espérer recevoir le don de centaines de milliers de vies, sans avoir à donner de ma personne. Ce que je désire, je ne peux l'acquérir en négociant. Il se griffe alors jusqu'au sang, tout en s'auto-convainquant que si ces hommes, ces femmes et ces enfants sont morts dans le suivant, c'est parce qu'ils l'ont choisi, parce que c'était leur choix, et que par conséquent, il n'y est pour rien. Mais le sévice qu'il s'inflige nous fait comprendre qu'il n'en croit pas un mot. Voilà qui est réellement Griffith. Un homme à la pensée nouvelle, souhaitant s'affranchir des règles de ce monde grâce à son rêve, inspirant ceux croisant sa route et se rendant compte sur son chemin qu'il ne sera pas aussi simple d'y arriver, et que pour cela, il devra faire de nombreux et douloureux sacrifices.
Des sacrifices qui, contrairement à ce qu'il le laisse transparaître, vont le marquer. Mais cela ne le fait pas reculer. Il gravite alors toutes les montagnes mises en travers de sa route sans se retourner. Mais 2 de ces massifs vont un jour le faire flancher. Le premier se nomme Causalité et Destin. Le second porte le nom d'un homme, Guts. C'est ici que l'on revient à notre analyse de l'opposition entre les 2 personnages. Après toutes ces années au service de son rêve, après tous ses efforts, tous ses sacrifices, seul Guts fera chuter Griffith. Comme le youtubeur Koikikan, je suis convaincu que Griffith est amoureux de Guts. Si sa théorie vous intéresse, je vous joins d'ailleurs sa chaîne dans la description. Griffith est troublé par ce personnage. Ce Némésis s'y opposait à lui. Il cherche alors à le posséder, mais il n'y a qu'une femme qui réussira à dompter Guts. C'est cette opposition qui va changer Griffith. De nombreuses fois dans le manga, Casca nous rappelle à quel point Guts l'a changé, à quel point il a une influence sur lui, le déroutant de son objectif final. Et c'est d'ailleurs la première rupture entre les 2 hommes, qui va entamer le tournant de l'histoire jusqu'aux événements que nous tentons de décrypter aujourd'hui. Après le départ de Guts, Griffith ne se relèvera pas. De chagrin, il ira jusqu'à détruire son rêve, couchant avec la princesse et se faisant capturer par les gardes royaux du Midland. C'est d'ailleurs ici que l'on voit pour la seconde fois Griffith blessé physiquement, par la trace imaginaire de l'épée de Guts sur son épaule, une cicatrice qui a pourtant atteint son cœur. C'est l'amour que Griffith portait à Guts qui l'a détourné de sa voie, l'amenant à sacrifier son propre rêve. Dans les ténèbres de sa cellule, il n'est plus rien, car il a perdu la seule chose qui le définissait, son ambition. Et comme il le dit, maintenant, sa vie n'a plus aucun intérêt. Désormais, il n'est qu'une coquille vide, survivant grâce aux souvenirs lointains de ce château et par les sentiments contraires qu'il éprouve pour Guts. Car plus le temps passe, plus il pense à cet homme. S'il a été emprisonné ici, s'il a tout perdu, c'est à cause de ses sentiments qu'il croyait dominer. L'amour laisse alors place à la rancœur, et cette rancœur s'intensifie au moment de sa libération. Lorsqu'il comprend que cet unique faux pas lui a coûté son rêve, et que désormais il ne pourra plus revenir en arrière, son corps est en charpie. Il n'est plus capable de tenir une épée ou monter à cheval. Il ne pourra plus jamais poursuivre son rêve. Et comble du déshonneur, tous les regards, ceux de ses anciens compagnons comme ceux de Casca, sont désormais tournés vers l'homme qui lui a fait tout perdre, et qui se prépare déjà à l'abandonner de nouveau. Tout est perdu dans le vide. Une seule chose m'apparaît certaine. Lui seul se distingue en moi, tel un éclair par une nuit noire. Et tant de sensations me reviennent, comme les vagues d'un raz-de-marée. Haine, amitié, jalousie, vanité, dépit, amour, tristesse, gentillesse, faim. Des sensations dévorantes qui vont et reviennent. Aucune en particulier, mais un tourbillon de passion les englobant toutes. C'est tout ce qui maintient ma conscience au bord du précipice de l'oubli et du néant. Depuis quand est-ce ainsi? Depuis quand a-t-il la main mise sur moi, alors que c'est moi qui aurais dû m'emparer de lui? Le jeu d'antan auquel je m'adonnais sur les pavés des ruelles n'a-t-il donc jamais pris fin? Ce pèlerinage pour obtenir ce butin sacré entre tous. Et maintenant il se mêle en moi, à cette relique. Leur éclat me fait mal aux yeux. Guts. Il tentera de se suicider, pensant alors avoir tout perdu pour de bon. Mais sa bonne étoile reviendra à lui, sa Béhérite. Symbole d'un destin lui ayant joué un mauvais tour, lui donnant aujourd'hui une nouvelle chance de récupérer son rêve. Le drame de l'occultation révèle une nouvelle facette du rêve de Griffith, cette fois-ci façonné par la main des God End. Les 4 anges nous offrent une vision altérée, comme un miroir tordu de l'ascension du faucon vers son idéal. Ils lui montrent un sentier pavé de corps, lui rappelant ses vies, ennemis et alliés, qu'il a piétinés pour atteindre son château. Certains prennent alors l'apparence de spectres, l'encourageant à poursuivre son chemin. Et c'est alors que les défunts s'incarnent en un corps unique, celui de l'enfant rêvant de devenir chevalier. Cette vision funeste fait alors prendre conscience à Griffith d'une chose. Il est déjà trop tard. Le cours de son ambition ne peut plus être arrêté. La machine est en marche, et y renoncer sera la plus grande des trahisons pour ceux qui l'ont suivi jusqu'ici. En cet instant, alors qu'on lui donne une nouvelle chance de réaliser son rêve, il est impossible d'abandonner. L'heure est venue de s'affranchir une fois pour toutes de cette souffrance et de se libérer de ses sentiments, ces chaînes qui l'emprisonnent. Il ne lui reste qu'une chose à faire,
céder un dernier tribut. Un tribut pour les dernières marches de cette montagne de cadavres. Alors vient l'ultime décision. Et c'est croisant le regard de Guts, l'homme à la source de son bonheur et de son malheur, qu'il prononce les mots. Il les offre en sacrifice. Oui, parmi ces milliers de compagnons, ces dizaines de milliers d'ennemis, un seul, toi, m'a fait perdre de vue mon rêve. Bien évidemment, je ne cherche pas à justifier les actes de Griffith. Je veux simplement vous donner ma vision du personnage. Et cela implique de décrypter son mode de pensée. Car c'est bien ce cheminement intérieur, cette perception du monde qui l'a conduit à faire ce choix. Gravant en nous, telle la marque du sacrifice, ce traumatisme indélébile. Cette philosophie, c'est le second symptôme du tome 13. C'est l'histoire d'un homme qui s'est forgé un rêve aussi insensé que la vie, qui a bravé d'innombrables épreuves jusqu'à sacrifier des milliers de camarades pour toucher du bout des doigts ce château, mais qui sur sa route a fait la rencontre d'un homme, un homme qui a suffi à le détourner de son idéal. L'occultation n'a fait que lui offrir la promesse que plus jamais il ne commettrait un tel écart. Et sans hésiter, il a saisi cette chance. En plus de la trahison, c'est bien la fin de cette amitié qui choquera les lecteurs. Une amitié si belle et à la fois si laide, dorénavant. Et cette relation, elle ne semble pas si réaliste pour rien. Car vous ne le savez peut-être pas, mais l'amitié entre Guts et Griffith est directement tirée de la vie de Kentaro Miura. Il est difficile de parler de Berserk sans présenter son auteur, Kentaro Miura. Alors dans ce chapitre, je vous propose de faire un léger détour dans notre parcours pour présenter un peu plus l'homme qui se cache derrière cette œuvre exceptionnelle. Kentaro Miura naquit le 11 juillet 1966 dans la ville de Chiba, au Japon. Né d'un père storyboarder dans la publicité et d'une mère professeure d'art, le destin de Kentaro Miura est tout tracé. Il sera mangaka. Dès son plus jeune âge, il débute le dessin et publie ses premières créations à l'âge de 10 ans dans un manga nommé Mio Ranger, qui comportera pas moins de 48 volumes. Tout au long de son enfance et de son adolescence, Miura s'inspire d'œuvres de la pop culture nippone et américaine des années 70 et 80. Parmi ses références favorites, on retrouve des œuvres cinématographiques comme Conan le Barbare, Excalibur, Hellraiser et La chair et le sang. Miura s'inspirera également d'œuvres d'artistes plus classiques comme le peintre Jérôme Bosch, le graveur Gustave Doré et l'artiste Escher. Bien évidemment, c'est le manga nippon qui affecteront le plus la personnalité artistique du futur auteur de Berserk avec les productions de Go Nagai et Osamu Tezuka. Mais l'œuvre qui l'influencera le plus est très certainement la série de nouvelles d'Heroic Fantasy, Gwyn Saga. Toutes ces références façonneront l'imaginaire du jeune mangaka en herbe et lui donneront l'idée d'une histoire tournant autour d'un guerrier noir, sillonnant les routes pour affronter de terribles monstres. Miura est un chanceux. Contrairement à beaucoup de Japonais de son âge, se rêvant mangaka, ses parents déjà artistes ne s'opposèrent pas à ce qu'il tente de réaliser son rêve. En arrivant au lycée, il s'inscrit dans un programme d'études artistiques avec d'autres camarades pourchassant le même idéal. Et c'est dans cette classe qu'il fait sa rencontre, Kuji Mori. Ce bad boy bagarreur, au visage de mannequin, intimidait Miura autant qu'il le fascinait. En plus de plaire aux filles, cet homme avait un charisme naturel, et tous n'avaient Dieu que pour lui. La seule manière de rivaliser avec lui, c'était avec une feuille de papier et un crayon à la main. Car oui, tout comme Miura, Kujimori aussi avait un rêve, celui de sortir de sa condition de petite frappe du quartier pour devenir mangaka. Ensemble, ils formèrent autour d'eux une bande de 5 copains, s'auto-influençant les uns les autres, que ce soit de manière culturelle ou comportementale. Avec un objectif commun, devenir auteur de bande dessinée. Mais cet idéal virera rapidement au cauchemar. Parmi tous ses camarades, seul Miura réussira à faire du manga son métier. Et en parallèle, alors que sa carrière d'école, celle de Kujimori plonge. Le jeune homme, jaloux du talent de son ami, avait abandonné son rêve, s'évertuant à se créer une condition sociale enviable. Il s'installa dans le quartier de Roppongi, connu pour sa vie nocturne sulfureuse, et entama une carrière dans la publicité lui rapportant des milliers. Néanmoins, même si l'argent et les relations avec les femmes coulaient à flot, Kujimori était malheureux. Car au final, la seule chose qu'il désirait, lui n'a pas réussi à l'atteindre. Un malheur si grand qu'il en viendra à réfléchir à mettre fin à ses jours.
Quand on m'a raconté que Berserk était une œuvre autobiographique, j'ai dans un premier temps eu beaucoup de mal à y croire. Je me demandais quelle partie du manga pouvait bien être tirée de la vie de Miura. Dans un premier temps, j'ai bien sûr pensé aux événements les plus tragiques de l'œuvre, mais lorsque j'ai lu l'histoire entre Kentaro et Kuji, j'ai tout de suite compris. Miura a conçu l'arc de l'âge d'or autour de son amitié avec Kujimori. Les membres de la troupe du Faucon sont tous inspirés des amis de lycée de l'auteur. Et la relation de Griffith et de Guts reflète à la fois la rivalité et l'amitié entre Mori et Miura. L'auteur oscillant et changeant de rôle, prenant parfois celui du guerrier noir et d'autres fois celui du faucon. Tous ces personnages, ils sont représentatifs de cette période de la vie de Miura, mais également de lui-même. En plus de la personnalité de ses amis, c'est sa propre personne que le mangaka projette dans ses personnages, sa propre humanité. Guts est une sorte d'avatar pour l'auteur. Les personnages qui l'entourent, ses amis, sont là pour faire ressortir les traits de personnalité de l'artiste. Griffith révèle sa combativité, son ambition et sa solitude. Puck, sa détente et son humour. Carcus, son arrogance et son impatience. Judo, sa perception et son observation de la personnalité des autres. Et Pipin, sa gentillesse et son calme. Le personnage arborant sur son propre visage les traits de son créateur. Et ces personnages pourtant inspirés d'un seul homme et de ses camarades de classe semblent pourtant plus vrais que nature. Car Miura dessine des humains et non pas des personnages. Il façonne les choix des protagonistes en fonction de son expérience et de la manière dont un humain réagirait face à certains événements. Des protagonistes qu'il a certainement dû apprécier tout au long de l'écriture avant d'arriver à reculons au moment fatidique, le sacrifice de la troupe du Faucon. Mais encore une fois, et décidément cela m'arrive souvent, j'ai oublié de mentionner un personnage certainement plus important que les autres au vu de son rapport avec l'auteur. Ce personnage, c'est Casca. Une ombre plane au-dessus de Berserk, celle d'un rapace ou d'un charognard. Elle recouvre de ses ténèbres un secret enfoui, renfermant une thématique cachée de l'œuvre. L'univers de Berserk est violent, meurtrier et sanguinaire. Dans ce monde, les plus forts dominent les plus faibles, s'amusant avec leur vie comme un enfant avec ses jouets. Pourtant, la mort n'est rien face à la menace qui pèse sur les femmes, car l'ombre les survole, telle une épée de Damoclès suspendue à chacun de leurs pas. Et ce spectre porte un nom, les VSS. Personne ne sait réellement pourquoi Kentaro Miura a intégré ce concept à son œuvre. L'auteur n'a jamais vraiment livré de réponse à cette question en interview. Au vu du caractère autobiographique de l'œuvre, on pourrait alors s'interroger. Est-ce que des membres de la famille ou des amis de Miura ont pu être touchés par ce sujet? Ou pire encore, est-ce que l'auteur ne raconte pas des expériences traumatisantes personnelles au travers de sa saga? Malheureusement, le mangaka est aujourd'hui décédé, emportant avec lui tous les secrets autour de la thématique du viol dans Berserk. Mais malgré cette énigme, une chose est certaine, le traitement des agressions sexuelles est extrêmement réaliste. Berserk est certainement l'œuvre la plus pragmatique sur les sujets de sexisme, d'inceste, d'agression, de viol qu'il m'ait été donné de lire. Paradoxalement, le premier cas de victime abordé dans l'œuvre est celui d'un homme, qui plus est, le protagoniste, Guts. La réaction de Guts face à son viol par Donovan semble plus qu'humainement plausible. Le jeune homme développe un sentiment de rage, de colère, durant l'enfance. Par la suite, en grandissant, son traumatisme évolue. Il fait des cauchemars, en vivant sans cesse cette nuit avec Donovan, prenant l'apparence d'un colosse, invincible et inarrêtable. Il développe ensuite différents symptômes, comme une aversion au contact physique, ne laissant personne le toucher. Puis vient la honte, le sentiment de ne pas avoir été assez fort pour éviter cela. Tous ces comportements, on les retrouve réellement chez des victimes d'agressions sexuelles. La honte, l'autoflagellation, la peur du toucher et le remords sont tous des symptômes plausibles d'un stress post-traumatique lié aux questions de VSS. Et ce traumatisme, il apparaît au grand jour, lors d'une scène que nous avons occultée lors du résumé des événements. Cette scène, c'est le premier rapport sexuel avec Casca. Alors que les deux êtres s'enlacent, Guts prend une position d'ascendance sur la jeune femme. Une position qui n'a rien de choquant et qui semble plutôt classique dans un tel rapport. Mais c'est là que ses blessures ressurgissent. Alors en position de pouvoir, il se revoit enfant, bâillonné, maintenu
et violée par Donovan. Il transpose alors cette vision à la réalité, lui prenant le rôle de l'agresseur et Casca prenant l'apparence et le rôle de Guts, enfant et victime. Il se met alors à l'étrangler, ou plutôt à s'étrangler lui-même. Après avoir lâché prise, il monologue dans un langage incompréhensible mélangeant le meurtre de son père et son agression par Donovan, révélant au passage à Casca les terribles secrets sur son passé. Un traumatisme qui s'apaisera au contact de son aimé. Casca apparaissant dans l'une des plus belles cases du manga, comme la pommade que le jeune garçon s'appliquait. Guts a vécu ce que l'on appelle une reviviscence. C'est un symptôme très connu du stress post-traumatique. Spontanément, la victime va revivre des événements traumatisants suite à un stimulus. La victime revit alors sous la forme de flashbacks ou l'intrusion involontaire et envahissante d'images ou de pensées, les événements responsables du TSPT. Elle entraîne alors des manifestations physiques relatives à la détresse psychique. Cette scène de l'œuvre nous montre une nouvelle fois la rigueur et le réalisme avec lequel Kentaro Miura traite les questions de VSS. Comme dit précédemment, l'auteur n'écrit pas des personnages, mais des humains avec des réactions humaines. Et cette manière de procéder est encore plus flagrante lorsqu'elle concerne des sujets aussi importants que les agressions. Néanmoins, on aurait préféré que le manga se passe d'autant de réalisme pour certains personnages. Et bien évidemment, ces personnages en question sont des personnages féminins. Comme dit précédemment, le monde de Berserk est un monde hostile pour les membres de la gente féminine. Et c'est avant tout car c'est un monde d'hommes. Elles sont les principales victimes de cet univers masculiniste poussé à l'extrême. En temps de guerre et de paix, elles sont tuées, torturées et violées, pour le bon plaisir des hommes, maîtres et bourreaux de ce domaine sanglant. J'aurais pu vous prendre pour exemple le cas de l'apôtre Wyald et de sa compagnie qui, à la poursuite de la troupe du Faucon, massacre, pille et viole un village entier avant de disposer les corps nus de femmes et d'enfants comme étendards au bout de leur pique. J'aurais également pu vous parler de la question de l'inceste, avec la princesse Charlotte qui échappe de peu à une agression de son père, le roi du Midland. Et vous vous en doutez, et je sais que vous redoutiez ce moment, mais nous sommes ici pour analyser le tome 13. Alors je vais maintenant devoir vous parler de Casca. Casca est un personnage particulier, car extrêmement symbolique pour Miura. Ce personnage, il l'a d'abord conçu comme une femme guerrière, loin des stéréotypes sexistes de la fantaisie de l'époque. Mais surtout, elle représente sa propre fragilité et ses propres émotions. Casca est un personnage qui a été créé en rassemblant simplement mes propres goûts. Une guerrière brune, forte, mais aussi féminine. J'ai mis tous les idéaux que j'avais à l'époque. Je ne voulais pas faire une guerrière sexy, ce qui est souvent le cas dans les films fantastiques, même si l'idée d'une guerrière n'est pas nouvelle. Je ne suis pas limité par la forme d'une guerrière, mais j'essaie de la représenter comme un être humain. Dans le cas de Casca, plutôt que de représenter une femme, elle est un personnage, composé d'un ensemble de mes propres complexes et faiblesses. L'un des principaux enjeux de Casca, mis à part sa relation aux autres personnages, et surtout sa connexion avec Griffith, c'est sa féminité. Comme cité plus haut, Casca est une guerrière, à la fois dans le sens littéral, puisqu'elle mène des troupes et combat sur le champ de bataille, mais aussi de manière métaphorique. Chaque jour, elle doit se battre, de par sa condition féminine. Ses adversaires la rabaissent, lui rappelant qu'une femme n'a pas sa place sur les champs de guerre, et parfois c'est directement son corps, qui va l'handicaper comme dans le tome 6, où elle a ses règles en plein combat. L'histoire entre Casca et sa féminité est le récit contrasté d'une femme, cherchant à la fois à effacer sa condition, mais aussi à en reprendre le contrôle. Car ce n'est pas par choix qu'elle décide de se vêtir comme les hommes, mais bien parce qu'on lui impose, parce que c'est sa seule manière de se protéger, alors qu'elle ne devrait pas avoir à le faire. Et cette protection, elle est bien plus vitale que simplement se prémunir des remarques machistes désobligeantes de ses adversaires. Car comme toutes les femmes de ce monde, et contrairement aux hommes, elle lutte contre un danger encore plus grand, la menace constante du viol. Je ne sais pas pour vous, mais Casca est très certainement le personnage qui me stressait le plus. À chacune de ses apparitions, une angoisse m'envahissait, car je savais que si ses ennemis la capturaient, son destin serait plus cruel encore que la mort. Mon cœur se crispait alors au fil des pages. Mon souffle coupé m'empêchait de traverser les cases pour lui hurler de fuir dans les instants les plus incertains. Je voyais l'ombre se rapprocher d'elle, au fur et à mesure des chapitres. De sa rencontre avec Griffith à l'affrontement contre l'apôtre Wyald, je le voyais rôder, le fameux fantôme du viol. Il la suivait, la frôlait, la grippait, mais à chaque fois de justesse, elle se libérait de son emprise. Mais on ne peut pas le fuir indéfiniment. Et un jour, il l'a attrapé. Ce jour, ou plutôt cette nuit, vous le savez déjà, c'est celle de l'occultation.
et cette fois le spectre se nommait Griffith. Le viol de Casca par Griffith est sans l'ombre d'un doute la scène la plus insoutenable de Berserk, et peut-être même de tous les mangas. Rien que d'y penser aujourd'hui, me retourne l'estomac. Je me souviens encore de ces images qui m'ont tourmenté lors de ma nuit post-lecture, ces flashs tournant en boucle sans que je puisse les arrêter. Mais aujourd'hui, il nous faut replonger dans ces souvenirs douloureux. Alors si vous le voulez bien, entrons ensemble dans l'abîme. L'heure sonne la fin du massacre. La troupe du Faucon est annihilée. Il ne reste que des corps sans vie, servant à remplir la panse d'apôtres pas encore rassasiés. Pipin, Carcus, Judo, Gaston, tous dévorés. Sur la chair et les Maccabées, un nouveau seigneur s'élève, le nouveau membre de la main de Dieu, le nouveau roi parmi les rois. Drapé de noir, il laisse apparaître un corps, chimère entre l'homme et le rapace. Il est un homme nouveau, libéré de son passé et des chaînes du destin. Seul son casque et son regard rappellent l'homme qu'il était autrefois, Griffith, le commandant de la troupe. Mais ces nouveaux sujets le nomment Femto, les ailes des ténèbres. Et c'est d'ailleurs en apercevant leur nouveau maître que ces vassaux se rassemblent au pied de l'immense main macabre. Ils apportent avec eux des présents, une femme et un homme, dernier escapé du festin dont ils se lèchent encore les babines. La femme est dénudée, maintenue en l'air par d'étranges appendices et présentée en offrande. L'homme, quant à lui, est immobilisé en signe de soumission, sa tête relevée pour qu'il ne rate aucune miette du spectacle. Le faucon noir déploie alors ses ailes et vole jusqu'en bas de l'édifice pour rejoindre ses sympathisants. Et c'est ici que commence le viol, le saccage du corps. Je pense que chaque lecteur du tome 13 se souvient encore du dégoût qu'il a ressenti en lisant les pages dépeignant ce qui est aujourd'hui retenu à raison comme la scène la plus insupportable du manga. Tous les ingrédients ont été réunis pour nous donner la nausée. Si précédemment le lecteur prenait place aux côtés de la troupe du Faucon, il est cette fois à la place de Guts, bloqué, maintenu, suffocant sous le poids des démons, le maintenant au sol et l'obligeant à regarder la scène sans jamais pouvoir détourner le regard. Pour la première fois, on se sent impuissant avec notre héros. Lui, que rien ne semblait pouvoir t'arrêter, est désormais nullifié par l'armée et le poids de la scène qui se joue sous nos yeux. Toute la tragédie provient également de l'agresseur, car c'est bien Griffith qui profane le corps de Casca. C'est bien Griffith, ce personnage que nous avons suivi depuis tant de tomes, qui commet l'irréparable. Et à cet instant, on prend conscience. On se remémore la prédiction du tome 3, notre première rencontre avec le Faucon. On comprend alors que c'est maintenant, que c'est dans cet instant, que tout va se jouer, que ce sera cette scène qui lancera la quête de vengeance de Guts. La tension augmente, mais le rythme diminue. Griffith joue avec nous. Il prend du plaisir et fait durer le suspense au maximum. Il fait lentement descendre Casca jusqu'à lui, tout en fixant Guts, droit dans les yeux. Et son regard ne se détachera du guerrier noir qu'au moment de la punition. Car au fond, c'est ce que c'est, une punition. La revanche de Griffith sur celui qui aurait pu causer sa chute. On assiste alors sur 30 pages au viol de Casca. Et 30 pages, c'est long. Incapable de faire quoi que ce soit, on asphyxie, on régurgite, on vrille, et au bout d'un moment, on accepte la sentence. Notre espoir se ravive lorsque Guts réussit à se découper le bras pour se jeter sur le bourreau. Mais cette lueur est immédiatement éteinte. Naïfs que nous étions, nous avions oublié la première règle de l'occultation. Il n'y a pas d'échappatoire. Au bout d'un moment, le supplice arrive à sa fin. Après avoir torturé et profané Casca, le démon la jette au sol comme un vulgaire jouet. Sa vengeance est accomplie, mais c'est ici que débute notre vrai tourment. Maintenant, tout comme les deux victimes, il ne faut plus vivre, mais survivre. Comme tant d'autres avant moi, une seule question s'est imposée à mon esprit après la lecture du tome 13. Pourquoi ? Pourquoi Griffith a-t-il commis un tel acte ? Pourquoi cet être autrefois symbole de lumière et d'espoir a-t-il sombré aussi profondément dans le mal ? Et surtout, pourquoi Kentaro Miura a-t-il choisi de nous infliger une scène d'une telle violence ? Les réponses, si elles existent, ne sont souvent que des théories spéculatives des fans. Femto est un être incertain, à la volonté trouble. Si les motivations de Griffith étaient mystérieuses, alors celles du Nouvel Ange sont insaisissables. Miroir opaque ne reflétant que nos propres questionnements. Mais si l'on ne peut comprendre Griffith, peut-être pouvons-nous au moins entrevoir les intentions de son créateur. Alors j'ai cherché, et fouillé dans d'anciennes interviews et j'ai fini par déceler quelques éléments sur les raisons qui l'ont poussé à intégrer une scène aussi atroce. En réalité, Miura a voulu faire vivre à ses lecteurs le même traumatisme qu'il a vécu
en lisant les œuvres de Go Nagai dans sa jeunesse. Dans un manga apparemment publié en 1979, Go Nagai intègre une scène très similaire à l'éclipse. Et pour ceux qui chercheraient la référence du manga, je n'ai malheureusement pas réussi à la déterminer. Je ne sais pas si Miura fait référence à Devilman ou à Violence Jack, qui semblent être les œuvres correspondantes à cette période. Dans ce manga, la femme du héros est violée par un démon, sous les yeux du personnage principal. Le jeune Miura aurait été profondément marqué par cette séquence, et c'est donc bien des années plus tard qu'il décidera d'intégrer un épisode similaire à son manga, pour que ses lecteurs expérimentent le même traumatisme qu'il avait vécu enfant. Et on peut dire que la mission est réussie. Car en plus d'être l'épisode le plus choquant et bouleversant de l'œuvre, elle en est aussi le mythe fondateur, l'instant où tout bascule, où la quête de vengeance de Guts prend racine dans une douleur partagée. Toute une communauté a été scarifiée, unie dans la souffrance, liée à jamais à son combat, comme si nous portions nous aussi la marque du sacrifice. Désormais, nous n'attendons plus qu'une seule chose, voir le guerrier noir transpercer le faucon de son épée. Car tout comme leur opposition philosophique nous le montrait, il n'y aura qu'une seule issue à Berserk, la mort de l'un et la survie de l'autre. Cette scène est le point de départ de l'intrigue. C'est ici que tout s'achève et que tout commence. Comme à son habitude, Kentaro Miura traitera de manière froide et humaine ses personnages. Les événements traumatisants ayant touché Guts et Casca sembleront désormais presque insignifiants face à la grandeur du choc de l'occultation. Le guerrier débutera une traque de chacun des apôtres présents ce jour noir. Une croisade qui lui coûtera cher, perdant au passage toute empathie, réprimant ses sentiments humains jusqu'à s'oublier lui-même. Pour Casca, c'est une ère d'errance qui commence. Les impacts psychologiques du viol seront sans précédent pour la jeune femme. Perte de mémoire et surtout fausse couche d'un enfant qu'elle aurait tué avec Guts. Des symptômes encore une fois bien réels, observés chez des femmes et des hommes ayant vécu le pire. C'est malheureusement dans les moments les plus sombres que Miura nous montre son génie d'écriture. Mais je m'égare déjà bien trop loin dans l'histoire, car il nous reste encore à analyser la figure de l'agresseur. Femto est un être insondable, dont nul lecteur ne saurait prétendre avoir percé tous les mystères. Les ailes des ténèbres semblent être une entité nouvelle, détachée du monde d'autrefois. Pourtant, derrière ce regard subsistent encore les échos du passé de Griffith. Et c'est en remontant ce passé, ce chemin brisé, qui lie l'homme à la créature, que nous pouvons espérer retrouver des réponses. Le personnage de Griffith présentait déjà des troubles psychologiques, narcissiques et possessifs. Alors, bien évidemment, je ne suis pas psychologue. J'essaie simplement ici d'explorer en quoi son état d'esprit pourrait s'apparenter à certaines pathologies destructrices, aussi bien pour lui-même que pour ceux qui l'entourent. Dans son cas, Griffith cumule plusieurs symptômes inquiétants. Tout d'abord, une ambition démesurée, voyant son rêve au-dessus de tout, au-dessus même de la morale, puisqu'il voit les autres comme un moyen de l'obtenir et non pas comme des êtres humains. Il cherche à les posséder, les manipuler, les sacrifiant dès l'instant où ils ne lui sont plus utiles, s'auto-convainquant que c'était leur choix de le suivre. À un tel point qu'il se dépersonnalise lorsque son rêve lui échappe et qu'il pense avoir tout perdu. Alors bien évidemment, tout cela est nuancé, car bien que tous ces traits correspondent bien à sa personnalité, on a pourtant démontré auparavant qu'il pouvait avoir des remords face à ses actes. Néanmoins, ce mode de pensée est une pente descendante, pouvant l'amener, et ce fut le cas, à commettre l'irréparable. Certains signes annonciateurs des atrocités commises par Griffith en tant que God Hand se dessinent bien avant l'occultation. Déjà dans les geôles du château du Midland, germe une rancœur, dirigée vers celui qui le rend responsable de sa chute, Guts. Et lorsque celui-ci vient à son secours, la scène est troublante. On ne sait pas si Griffith, à la vue de son ami, cherche à l'étreindre ou à l'étrangler. Puis, alors que la troupe du Faucon veille sur lui, il découvre l'idylle naissante entre Casca et Guts. Il réalise alors que son influence sur ses anciens camarades disparaît peu à peu, et que celui qui le remplace n'est autre que l'homme qui l'a plongé dans les ténèbres. Alors que la jeune commandante est à son chevet et bande ses blessures, il s'élève et se jette sur elle. Un geste qui, au-delà de l'acte de désespoir, est un symbole. Le symbole d'un homme qui tente de la reprendre, de réaffirmer sa possession sur celle qui l'a toujours admirée. Mais tout ce qu'il en récoltera ne sera que de la pitié, développant en lui un lourd sentiment de frustration et un dur retour à la réalité, au point qu'il tentera quelques cases plus loin de sauter la vie. C'est depuis sa libération que débute véritablement sa descente aux enfers. Et cette impuissance, cette humiliation qu'il endure,
viendront nourrir le monstre qu'il s'apprête à devenir. Ce n'est pas ici que Griffith a franchi le point de non-retour, mais c'est ici que l'idée du viol a germé. Et cette analyse, elle confirme donc la théorie que nous avions développée lors de la description de l'acte. L'acte de Griffith n'est qu'une punition envers Guts. Encore une fois, c'est un châtiment envers celui qui l'aimait, mais qui a provoqué sa perdition. Et c'est là tout le drame de la scène. Tout ce que Casca a subi, tout ce qu'elle a enduré, et tout le chemin de croix qu'elle devra traverser par la suite, n'était que l'outil, le jouet d'une vengeance qui en provoquera une autre. C'est cela, le véritable drame du saccage du corps. Certains pourraient contredire cette théorie, en prétendant que Femto n'est qu'un monstre, et que désormais il ne s'agit simplement que d'un démon destructeur fondamentalement mauvais. Que le Griffith que nous connaissions n'a pas véritablement choisi de commettre un tel acte. Et ils ont peut-être raison. Néanmoins, je pense que cette vision nie le message principal de l'œuvre. Car s'il y a bien quelque chose que nous révèlent l'occultation et les God End, eh bien c'est le grand thème de Berserk, le destin et la liberté. Et pour vous démontrer que Femto a bel et bien commis cet acte en toute conscience, je pense qu'il est temps de vous parler de la causalité. Berserk est une œuvre comportant de nombreuses couches d'analyse dans ses messages, ses thématiques et ses symboliques. Pourtant, un seul thème domine tous les autres. Comme la main d'un dieu, elle canalise tous ses sujets. Son nom, la causalité. Tout découle de la causalité. Tout a été décidé. Vos existences ont été aspirées, toujours pour vous conduire vers cette réunion bénie, l'occultation. Que prenne place le rituel de l'ascension du malin. Sommes-nous réellement libres? Voici la grande question de Berserk. Est-ce que l'homme est véritablement maître de ses actes et de ses réflexions? Est-il possible de choisir son destin? Avons-nous vraiment le choix? Et si ce n'était pas le cas, est-il quelque chose de plus puissant que nous? Un être, une entité ou tout simplement des lois naturelles nous traçant un chemin depuis notre premier jour sur Terre? Existe-t-il une causalité? La causalité est une théorie scientifique et philosophique avançant que toute cause a sa conséquence et inversement. Qu'en réalité, le monde que nous observons aujourd'hui n'est pas le résultat de la main de l'homme, mais bien l'aboutissement d'un enchaînement d'événements prédéterminés. Dans le monde causal, l'humanité est semblable à un immense parcours de dominos, où les choix, les actes et les réflexions de chacun ne sont que le produit de la chute des dominos précédents. Dans le domaine de la causalité, il n'y a donc pas de place pour le libre arbitre. L'homme n'est alors que le prisonnier des chaînes du destin. Alors je ne vais pas aborder ici la causalité sous le prisme des sciences dures, car je ne suis tout simplement pas qualifié pour le faire. Mais je peux vous présenter une image de ce concept d'un point de vue plus philosophique et culturel, car la causalité est présente dans de nombreuses doctrines, cultures et religions à travers notre planète. En philosophie, on pourrait citer le courant de pensée du déterminisme, qui correspondrait à la définition que je vous ai donnée auparavant. En France, elle s'incarne à travers la sociologie de Bourdieu et du déterminisme social que vous avez certainement vu au lycée. Selon les travaux de Bourdieu, les inégalités de notre société sont déterminées par le capital social, culturel et économique que nous obtenons à la naissance. Les hommes ne laissent alors pas égaux et libres, car influencés par la culture, la classe sociale et la richesse de nos aînés. Dans un domaine plus religieux, on retrouve l'idée de karma en Asie. Dans le karma, chacune de nos actions provoque des conséquences, dans cette vie ou dans nos vies futures. Des actes bénéfiques entraînent des retombées positives, et des actes néfastes, l'inverse. En Occident, les croyances vikings prédéterminent la fin du monde divin, le Ragnarok, une fatalité que même les dieux ne peuvent éviter. Dans certains courants monothéistes, on retrouve également le principe de causalité. Dieu y est parfois représenté comme un être absolu, pouvant lire sans entrave dans le passé et le futur les conséquences de toute cause, orchestrant à sa guise le destin des hommes. Pour résumer, la causalité est le principe selon lequel tout événement a une cause qui le précède et le détermine. Dans un monde régi par la causalité, le destin semble dominer, car chacune de nos actions, pensées ou décisions résulte d'un enchaînement de causes indépendantes de notre volonté. Dans cette vision déterministe, le libre arbitre n'est qu'une illusion, car chaque action est la conséquence inévitable d'un ensemble de causes préexistantes. Et si l'on reprend cette définition, alors Berserk se situe bien dans un monde causal.
Car comme nous l'avons vu précédemment, chacune des pensées et chacun des choix des personnages ne pouvaient que mener dans une seule et même direction, celle de l'occultation. Qu'ils le veuillent ou non, l'opposition entre Guts et Griffith ne pouvait mener qu'à cet instant, et le lecteur est pris pour témoin de cette causalité. Nous avons connaissance dès les premiers tomes que Griffith rejoindra le camp des God End. Tout au long de notre lecture des 13 premiers tomes, nous voyons alors se former sous nos yeux les fils du destin. Mais dans le monde de Berserk, la causalité ne se matérialise pas uniquement sous la forme de religion ou de culture, car elle s'incarne de manière tangible, directement dans l'univers en prenant les traits de personnages, d'objets ou de malédictions. En prononçant ces mots, je pense immédiatement aux Béhérites. Ces fétiches à l'apparence difforme, parsemés d'excroissances humaines, sont les ambassadeurs de la causalité, comme si le destin se matérialisait sous une forme brute. Les Béhérites sont des objets complexes, faisant office de guide. Ce parasite s'attache à un porteur destiné à un avenir exceptionnel, le suivant tout au long de sa quête. Bien qu'elle n'influence pas directement son propriétaire, celui-ci ayant déjà été béni par la causalité depuis sa naissance, la Béhérite possède certains pouvoirs et semble douée de volonté. Si vous la perdez, elle trouvera toujours un moyen de vous retrouver. Pour ce faire, elle n'aura qu'à se rattacher à d'autres êtres, ou simplement se laisser porter par un cours d'eau avant de réapparaître au moment opportun sous vos yeux. Ces créatures donnent l'impression de pouvoir lire clairement l'avenir, comme pourvues d'une seconde vision dans laquelle les fils de la destinée apparaissent tangibles. Mais ce n'est pas leur seul pouvoir, car les Béhérites sont également des portes vers le monde des God End. Ce portail s'ouvrant lors d'un point critique de votre chemin, au moment où il est temps pour vous de rencontrer votre destin. Dans un cadre plus proche d'une malédiction causale, on pense immédiatement à la marque du sacrifice. Cette marque, tatouée magiquement sur les offrandes d'un rituel d'avènement du malin, est aussi un agent de la causalité. Toute personne marquée ne peut se soustraire à l'ultime destinée, celle du dernier voyage, de la mort. Une épée de Damoclès se forme alors directement sur votre peau, et autant vous le dire tout de suite, vos chances de survie sont inexistantes. Car si la causalité a décidé que votre parcours sur le chemin de la vie s'arrêtait ici, alors il est déjà trop tard. Car la marque fonctionne comme un signal, attirant à vous les apôtres et cessant de fonctionner une fois que celui-ci vous a ingurgité. Et pour les rares survivants de l'occultation, votre vie se résumera à une seule chose, être traqué jusqu'à ce qu'une nouvelle fois, le destin vous rattrape. Les Béhérites et la marque sont bien évidemment la représentation symbolique de la causalité, mais elles s'infiltrent également dans la galerie de personnages que Kentaro Miura nous présente. Forcément, on pense dans un premier temps à Griffith, l'être élu, désigné par les God End pour devenir leur semblable. Pourtant, je pense qu'une nouvelle fois, c'est bien dans son opposition à Guts que l'on pourra analyser la causalité. Comme dit dans le second chapitre, Griffith est un être nihiliste, s'affranchissant des règles du monde connu. Pourtant, le nihilisme réfute la notion de destinée. Et c'est là tout le paradoxe du personnage de Griffith, car pour obtenir son château, pour enfin devenir libre, il doit ployer le genou face à la causalité. D'une certaine manière, Griffith est l'avatar même de ce concept, un être élu par le destin pour obtenir son libre arbitre et changer le monde comme il le souhaitait. A l'inverse, Guts est par définition opposé à la causalité, lui qui n'aurait pas dû vivre, l'enfant né d'une morte et élevé par un mercenaire qui tentera de le tuer. La vie de Guts n'a qu'un seul but, lutter encore et toujours face au destin qui essaie inlassablement de l'abattre. Et dans ce sens, l'occultation est une nouvelle épreuve dont il devra se relever. Guts représente la question même du manga. Est-ce que l'homme peut lutter face à la causalité? Est-ce que l'homme peut un jour devenir libre? Est-ce que Guts sera ce grain de sable qui fera dérailler le grand parcours de Domino? Tu n'es pas qu'un simple reflet sur l'eau, mais le poisson qui nage à la surface. Mais pour vaincre le destin, Guts devra affronter et vaincre ses représentants, ses ambassadeurs, les God End. Ces créatures sont les émissaires de la causalité, ses porte-paroles. Au nombre de 5, ils ont tout comme Griffith été choisis par une Béhérite pourpre pour atteindre le statut d'ange de la destinée. Bien évidemment, les God End ne sont pas de nature divine, car ne pouvant pas lire clairement le destin. Pourtant, la causalité leur a fait un cadeau encore plus précieux, le libre arbitre. La main de Dieu, bien que messager de ce concept, en est affranchie. Pourtant, une question demeure concernant ces anges du mal. Sont-ils seulement les serviteurs des lois de la nature de ce monde, d'un concept plus grand encore que l'incarnation? Ou alors, servait-il un être bien plus puissant,
Une entité tapie au fond des abysses de la causalité, un maître manipulant les chaînes du destin à sa guise. En soi, un dieu. Existe-t-il un dieu causal dans le monde de Berserk? Et pour répondre à cette question, il nous faut traverser une salle bien particulière. Notre voyage touche bientôt à sa fin, chers voyageurs et voyageuses, mais il nous reste encore une dernière crypte à explorer. Ce passage secret nous emmène devant les portes d'un tombeau. À l'intérieur de celui-ci se trouve un gisant, renfermant en ses entrailles le corps d'un enfant mort-né et une boîte de Pandore. Ce cadavre chétif porte un nom bien étrange, celui de chapitre 83, et le coffre à ses pieds semble bien lourd. Le mausolée que vous voyez ici a été fondé en mémoire du chapitre interdit de Berserk, un chapitre caché au sein du tome 13 et supprimé par l'auteur au moment de la publication papier. Et pour savoir pourquoi il a été retiré, nous allons devoir profaner cette sépulture. Car nous ne sommes plus qu'à un tour de clé de découvrir toutes les révélations et secrets de Berserk. Alors, suivez-moi une dernière fois. Le coffre est ouvert. Un flot ininterrompu de savoir s'échappe alors dans toute la pièce, nous murmurant un à un les secrets enfouis dans ce chapitre maudit. Le chapitre 83, aussi nommé chapitre oublié, est la pièce maîtresse du puzzle que représente Berserk. Il est à l'origine de la plupart des théories et des fantasmes développés par les fans autour de l'univers. C'est d'ailleurs pour cette raison que Kentaro Miura le supprima de l'impression du tome 13. Car le chapitre 83 en dit certainement trop sur la véritable essence de la causalité. Malheureusement pour l'auteur, des scans sont aujourd'hui disponibles partout sur Internet, grâce à ceux possédant le numéro du magazine Young Animal, dans lequel ce chapitre fut publié. Et ce chapitre 83 ne révèle pas moins que le grand antagoniste de la saga, le dieu enfoui dans les abysses, le maître de la causalité, déterminant la vie des hommes selon sa volonté, la créature que Guts devra abattre pour briser les chaînes du destin. Le chapitre débute durant la transformation de Griffith en Femto, pendant que la troupe du Faucon, offerte en sacrifice, est massacrée par les apôtres. Alors que son corps se transforme, l'esprit de Griffith s'enfonce alors dans les différentes couches de la réalité, remontant jusqu'au point d'origine des Béérites, les abysses. Là, au milieu d'un maelstrom composé d'âmes tourmentées, il l'aperçoit, un cœur rempli d'écailles et de globes oculaires, se contractant au rythme du vortex, aspirant et recrachant ce flux de vitalité humaine. L'entité se présente alors à lui. Il est Dieu, le Dieu désiré. Il est l'idée du mal. Un être conçu par les sentiments les plus sombres de l'humanité. Les humains, tout au long de leur vie, ont cherché un responsable de leur malheur. Leurs émotions ont alors façonné un être qui endossera ce rôle. C'est alors que naquit de l'esprit collectif de l'humanité l'idée du mal. C'est alors que l'humanité créa Dieu. Ce que tu vois ici n'est qu'une petite partie de moi, mon cœur. Regarde autour de toi. Un océan de sentiments. Tous les humains au plus profond de leur âme. Une conscience commune qui dépasse l'individu. Leur conscience collective en tant qu'espèce. Leur côté obscur est cet océan qui gonfle. Et je suis né de cela, comme l'écho de ce monde. Je suis ce monde. Les ténèbres qui habitent dans chaque cœur humain. L'idée du mal. Voilà ce qu'est Dieu. L'idée du mal est le grand architecte de la causalité. Il compose les causes selon ses désirs et y applique des conséquences selon sa volonté. Il est le créateur du destin, déterminant à l'avance la vie de ceux venant à peine de naître. L'idée explique alors à Griffith qu'elle a manipulé son destin pour faire de lui un être exceptionnel. Tous ses actes, ses choix, ses paroles, ses pensées et même ses rencontres sont la volonté de ce Dieu causal. L'idée du mal est même allée jusqu'à modifier le cours de l'histoire pour créer un contexte historique favorable à la venue d'un Messie, avant de consacrer en ce jour Griffith comme l'élu. Il a été décidé depuis un passé lointain que tu devais être ici. Pour ouvrir la voie à l'époque où tu naîtrais, j'ai manipulé l'histoire. En insufflant les bas niveaux de conscience humaine, j'ai créé le chemin qui a donné naissance à l'humain que tu es aujourd'hui, et créé un contexte qui te soit approprié. Toutes les rencontres que tu as faites jusqu'ici
était une partie de ta destinée, ici, aujourd'hui. La destinée? Mon Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Être ce que tu seras. Je demeure dans ton cœur et je suis une partie de toi. Tu es une partie de ma conscience, une partie de moi. Ton désir est aussi le mien. Tes actions elles-mêmes doivent prouver qu'elles te sont dignes, qu'elles apportent douleur ou salut aux humains. Fais comme tu le désires. Tu es l'élu. Si c'est le cas, alors je veux des ailes. Et c'est ici qu'un changement s'opère pour Griffith. Au moment de sa décision d'offrir ses amis en sacrifice, nous avions laissé un jeune homme empli de remords et presque désolé de devoir faire ce dernier pas pour atteindre le haut château. Mais durant cette discussion, Griffith semble changer. Il semble prendre conscience que rien n'était de sa faute. Sa peine s'efface, car si le destin l'a manipulé pour l'amener jusqu'ici, alors qui pourrait lui reprocher ce choix? Personne ne pouvait éviter cet instant. Et c'est après ce dialogue qu'il embrasse pleinement sa nouvelle condition de God End pour le pire. Alors bien évidemment, comme vu précédemment dans l'œuvre, on ne sait pas réellement ce qui provoque ce changement et toutes les théories deviennent alors possibles. Est-ce que c'est bien Griffith qui fait le choix de s'affranchir de son humanité et de ses remords face à cette révélation? Ou alors, est-ce que l'idée du mal continue à avoir une influence sur lui? Ou bien, est-ce que les âmes des condamnés, fusionnant avec lui au moment de la mutation, l'ont tout simplement corrompu? Peut-être un peu des trois. Quoi qu'il en soit, c'est au cours de cette entrevue que Griffith devient Femto. Et pour ma part, j'ai mon avis. Et je ne peux me résigner à ne pas tenir Griffith pour responsable de ses actes futurs. Le chapitre 83 est très certainement le chapitre le plus capital de l'œuvre. Non seulement il nous dévoile le plus grand secret de Berserk, la véritable nature de la causalité, Dieu existe, et c'est l'homme qui l'a créé. L'idée du mal devient alors l'antagoniste ultime de la saga, et le symbole à abattre, pour enfin savoir si oui ou non, l'homme peut-il un jour être libre. Mais pas seulement. Dans cette vidéo, j'ai voulu exprimer et chercher les causes de ce traumatisme qui nous a tous unis, et le chapitre 83 nous en révèle les ficelles. C'est en lisant ces pages que l'on comprend alors les motivations de Femto. En devenant un God End, Griffith obtient le plus inestimable des cadeaux, la liberté. Tous les gestes de Griffith ne sont donc plus mués par son destin mais par ses propres choix, ce qui signifie que l'acte qu'il a commis envers Casca résulte bel et bien de sa propre volonté. Désormais, Femto est un être libre, émancipé des questions de la morale de par sa nature de démon et libéré de la destinée, de par son allégeance envers la causalité. Délesté de son humanité, son premier acte est donc le suivant: faire un trait sur ce passé, sous le joug du destin, et débuter une nouvelle ère, véritable début de son ambition. Et pour cela, il n'a qu'une chose à faire: briser ceux qui ont failli le mener à sa perte. Notre première théorie dans le saccage du corps cherchait à expliquer l'acte en lui-même, mais les révélations du chapitre 83 nous ont donné les indices pour percer la condition de l'agresseur. Car dorénavant, plus rien n'a de conséquence pour lui. Il est devenu l'être absolu de Berserk et le responsable de notre syndrome. Le 6 mai 2021, Maître Kentaro Miura nous quittait après la publication du tome 41, victime d'une dissection aortique. Laissé sur un cliffhanger incroyable, la communauté a d'abord pensé que Berserk ne s'achèverait jamais. Mais il y a quelque temps, Kujimori, l'ami d'enfance de Miura, a repris la publication de l'œuvre avec les équipes de l'auteur, aboutissant à la sortie du tome 42 et prochainement du tome 43. Et j'en suis heureux. Je n'ai pas lu Berserk du temps de Miura. Et pourtant, cette œuvre m'a subjugué et marqué à vie. Je suis incroyablement reconnaissant envers ceux qui me l'ont fait découvrir, et envers son créateur. Alors mon objectif avec cette vidéo, c'était de proposer le meilleur hommage possible à Guts et Casca. Je sais que cet hommage n'est pas parfait, pourtant voilà, c'est le mien. Quand j'ai réfléchi au sujet que je voulais aborder pour cette vidéo, je savais pas vraiment par où commencer. Berserk est une œuvre si vaste et aux nombreuses couches de lecture, et qui souvent semble trop grande pour nous. Et à cela vient s'ajouter l'envie de ne pas décevoir le maître et la communauté du manga, comme un fardeau parfois trop lourd à porter. Car comme dit L236, celui qui s'attache à analyser Berserk s'expose à une quête presque aussi douloureuse que celle de Guts. C'est après plusieurs semaines de réflexion
que je me suis rappelé cette phrase, que je me répétais à chaque moment intense de l'œuvre et que vous retrouvez en début de vidéo. On m'avait pourtant prévenu. Durant ma lecture des premiers tomes, on me lançait sans cesse « Tu sauras quand tu auras lu le tome 13 ». Et c'est là que j'ai compris quel devait être le fameux sujet de ce vidéogramme. Le traumatisme du tome 13, l'occultation. Un événement marqué à jamais dans la mémoire des fans. Un tome qui a soudé la communauté à tout jamais, un syndrome qui les en a rendus malades. J'ai alors conçu cette maladie imaginaire, ce mal rongeant ce volume. Tout au long des chapitres, nous avons alors parcouru les symptômes de cette affliction. Et il est maintenant temps d'en poser le diagnostic. Alors, c'est quoi le syndrome du tome 13 de Berserk? Pour moi, ce syndrome est avant tout semblable au maelstrom de l'idée du mal. Un tourbillon d'émotions humaines, contradictoires et déroutantes. Dans un premier temps, c'est un sentiment d'affection, qui nous vient à la vue de tous ces personnages qui nous ont accompagnés durant la lecture des 13 premiers tomes. C'est cette impression étrange d'un peu faire partie de la troupe du Faucon. Mais dans un second, c'est bien évidemment une douloureuse impression de trahison qui nous assaille. Cette colère sourde face à la fin d'une amitié et d'un amour qui nous semblait si beau et si sincère. Des histoires humaines qui font écho en nous, de par la dimension autobiographique de l'œuvre. Et le sentiment le plus présent, c'est certainement la peur, la terreur face à la mort inéluctable et balayant les hommes sur son passage comme de vulgaires cailloux sur le chemin. C'est également une atroce odeur de dégoût qui nous monte aux lèvres face aux violences sexuelles perpétrées durant l'occultation. Mais c'est aussi une sensation étrange d'insignifiance face aux messages philosophiques déployés au fil des pages, au travers des personnages, symboliques et concepts. Des notions qui nous questionnent même sur l'existence d'un dieu et sur sa nature. Tous ces thèmes se trouvent figurés sous la patte graphique fascinante et vertigineuse de Kentaro Miura, imposant une situation critique d'où personne ne pourra ressortir, rejoignant l'idée explorée dans l'œuvre du déterminisme et de la causalité. Et bien évidemment, la principale émotion qui nous consume, c'est la confusion. La confusion de devoir concentrer tous ces sentiments en quelques pages et en quelques mots. Et l'impuissance face à une œuvre aussi vaste et complexe que Berserk. Et pour terminer, ce sera pour moi une réalisation. La réalisation qu'un artiste peut transcender les impressions humaines grâce à une mythologie, des notions philosophiques, une vision du monde, des symboles, des créatures, des sujets graves, des personnages et un vécu personnel. Mais surtout, qu'il a produit tout cela avec une simple feuille et un crayon. Berserk est une œuvre qui nous fait prendre conscience de la complexité de l'art et qui nous donne toujours envie de plonger plus profondément, toujours plus loin, dans ce puits de noirceur qu'est l'histoire de l'art. Et à ce sujet, et avant de finir sur ces mots, j'ai une dernière chose à vous raconter. L'année précédente fut pour moi très éprouvante. J'ai jonglé toute l'année avec un travail qui ne me plaisait pas et avec 2 heures de route en voiture chaque jour pour l'atteindre. Et chaque soir, je rentrais épuisé et je m'attelais à la création de mes vidéos jusqu'à ce que sonne l'heure de se coucher. J'avais énormément de mal à conjuguer ma vie professionnelle et ma vie personnelle, que ce soit avec ma famille et mes amis. Et comme vous l'avez vu au début de ma vidéo de l'iceberg, vient s'ajouter à ça le décès de mon grand-père qui m'a profondément affecté. Alors bien évidemment, je ne me plains pas car beaucoup de personnes vivent des situations bien pires que la mienne. Et je leur apporte au contraire tout mon soutien. Je veux simplement vous dire que cette période était véritablement inconfortable pour moi. Pourtant, au milieu de ce brouhaha mental, une seule chose me maintenait debout, ma chaîne YouTube. Chaque jour au bureau, je frémissais d'impatience de concevoir ma prochaine vidéo, de rentrer le soir pour graver sur le papier ces idées qui fourmillaient dans ma tête tout au long de la journée. Ces quelques documentaires que je vous proposais sur la plateforme étaient comme un phare, comme des lueurs éclairant les ténèbres des questionnements sur ma vie. Pour vous le dire simplement, j'aime tellement ce que je fais sur YouTube. Alors, en ce début d'année, j'ai pris une décision. J'ai déposé ma démission et j'ai quitté mon emploi. Car moi aussi j'ai un rêve. Moi aussi j'ai mon château. Alors je vous rassure tout de suite, je n'empilerai pas une montagne de cadavres pour l'atteindre, mais une montagne d'œuvres d'art. Car un jour, j'espère bien pouvoir vivre de ma passion, celle de raconter des histoires. Cette année sera une année charnière pour la chaîne. Car voilà, je me lance définitivement sur YouTube. Merci encore de me soutenir dans cette aventure, dans ce voyage, qui pourrait décidément bien changer ma vie. Alors je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt, pour un nouvel épisode des sombres histoires de l'art. Objectif 100K.